Et aujourd'hui, des sujets passionnants puisque il y a toute la partie création de contenu, écosystème React, etc. sur lequel on va parler au début, au travers évidemment de ta newsletter Sébastien. Et puis ensuite, on enchaînera sur cet outil fabuleux qu'est Docusaurus et qui fait partie un petit peu des références, on va dire, en la matière. En tout cas, pour ce qui est de la création de documentation, je pense que ça fait partie des top solutions qui sont utilisées. Écoute, sans plus attendre, ce que je te propose à la limite, c'est peut-être de te présenter en quelques mots rapidement pour celles et ceux qui peut-être ne te connaîtraient pas. Je te laisse la parole. Oui, alors je suis Sébastien, ça fait une quinzaine d'années que je suis développeur et j'ai commencé ma carrière en faisant du Java en SS2I sur différents projets. Et puis après, j'ai été CTO d'une startup où j'ai fait de la programmation fonctionnelle en Scala. Il y avait un besoin front-end dans mon équipe et moi je maîtrisais pas du tout. Donc en fait, j'étais un CTO mais que back-end. Ok. Et j'ai dû monter en compétence sur React pour aider mon équipe front-end. Parce qu'ils faisaient du backbone et puis je voyais bien qu'il y avait des problèmes de couplage dans l'architecture, donc il fallait que je mette en place quelques bonnes pratiques. Et En quelle année, c'est comme ça. Sébastien? 2014, je crois. Ok, donc tu étais vraiment au début de React, quoi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on a à un moment donné, vers début 2014, on a dit on va refaire. Il y a React qui vient de sortir, ça me semblait bien. Avec la programmation fonctionnelle que j'avais faite avant et le back-end de l'application qui était en Scala, on s'est dit on va capitaliser un peu sur l'aspect programmation fonctionnelle. Le modèle de React m'a bien plu par rapport à ce qui se faisait à l'époque comme backbone. Et du coup, on est parti sur React pour créer la nouvelle version de notre application. Et c'est ça qui m'a en fait permis aussi de monter en compétence rapidement sur cette techno. Et puis avec aujourd'hui, j'ai plus de 10 ans d'expérience en React. Donc du coup, ça fait que je suis plutôt compétent sur la techno et un profil assez recherché. Depuis 2017 aussi, j'ai rejoint un collectif de freelance en tant qu'expert React. Et je l'ai plus ou moins quitté en 2020 quand j'ai commencé sur Docusaurus. Pas parce que je les aimais pas, mais bon, parce que j'avais plus le temps de faire à la fois les projets du collectif, plus Docusaurus et la newsletter, ça faisait trop. Donc, en fait, à partir de 2019, j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn, où je partageais en fait ma veille React et j'essaie de donner un avis sur les nouvelles qui paraissent chaque jour. Et puis, il y a Comment ça t'est venu l'idée de faire sur LinkedIn? Parce qu'à l'époque, en 2019, il n'y avait pas grand monde qui postait sur LinkedIn. Effectivement, il n'y avait Tech, personne. du coup, il J'étais un devait peu tout faire, seul avec. Je pense qu'il y avait que moi et Michael Azerat qui postaient sur le TDD. Sinon, les autres, effectivement, ils sont venus un peu après. Et du coup, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, dans mon collectif, en fait, je faisais des projets d'exécution, mais j'avais pour vocation, on va dire, de trouver des missions de conseil pour vendre des prestations avec des TJM plus élevés sur des temps courts. Donc moi, j'essayais d'avoir des clients qui étaient prêts à payer entre 800 et 1000 euros la journée pour du conseil en front-end, ou des audits ou des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai 4 ans d'expérience en React qui existe depuis 4 ans, donc je suis plutôt compétent sur la techno. Mais pour autant, personne ne me connaît, donc en fait, pour trouver les bons clients et leur vendre ce type de prestations, c'est compliqué. Donc je me suis dit, un été, je me suis dit, je passe de rien à tout, où je poste en fait une fois par jour sur LinkedIn, et puis on verra bien ce qui se passera. Et ça a plutôt bien marché en fait. Au début, je faisais des posts avec 10 likes, et puis à la fin, c'était entre 100 et 200 en moyenne, tous les jours. Et puis à la fin, j'ai commencé à constituer une audience sur LinkedIn. Tu faisais Twitter en parallèle, puisque Twitter était hype à ce moment-là. J'ai toujours été sur Twitter, mais je partageais pas trop à ce moment-là. J'échangeais avec les autres, mais pas dans un esprit de création de contenu, quoi. Ouais. Ou de développement d'audience. C'était vraiment juste échanger avec d'autres développeurs dans le monde, avec des contributeurs open source et tout ça, quoi. Ok. Donc sur LinkedIn, ça a plutôt bien marché. Il y a pas mal de lecteurs, on va dire, réguliers qui m'ont suggéré de créer une newsletter, que j'ai fait début 2020. Donc j'ai créé la newsletter en français. Au début, c'était quelque chose de vraiment très simple. C'était juste, en fait, j'envoyais un mail avec les 5 posts LinkedIn que j'ai fait dans la semaine.
Donc Ok. c'était pas très compliqué, c'était juste Du des liens copier-coller vers moi, ce que en forme je un peu. postais, comme il y en a plein qui font aussi. Ils envoient une newsletter quand ils publient une vidéo YouTube ou des choses comme ça. Bah, je faisais à peu près la même chose, sauf que c'était avec une cadence hebdomadaire. Ok. Et petit à petit, la newsletter est devenue de plus en plus éditoriale parce qu'en fait, je trouvais de plus en plus de ressources que je voulais partager. Et puis à la fin, au début, c'était juste une dizaine de liens. Maintenant, c'est quelque chose de très très exhaustif où justement, en fait, j'essaie de faire gagner du temps aux abonnés en leur envoyant réellement tout ce qui s'est passé dans l'écosystème React. Donc ça peut être beaucoup de liens. Mais j'essaye en fait de leur faciliter la tâche en mettant juste une petite description, un petit Ouais. commentaire qui va leur donner envie de cliquer sur le lien. Bien sûr, quand il y a une newsletter avec 50 ou 100 liens, on ne s'attend pas à ce que les gens ils cliquent sur tous les liens. Mais déjà, ça permet d'avoir un aperçu rapide de ce qui s'est passé et puis d'éventuellement prendre un ou deux liens et de les lire en profondeur pour si le sujet intéresse, quoi. Ok, incroyable. Et donc aujourd'hui, pour ceux qui connaissent pas la newsletter, peut-être qu'on peut la partager peut-être Ouais, dans le chat, ouais, Anto. je vais Donc mettre le la lien. newsletter, on est à, à la 175e qui a été envoyée la semaine dernière. Donc la prochaine va arriver, la 176e. On en parlait juste avant de 35 000 personnes qui sont sur la newsletter, qui sont abonnées à la newsletter avec un taux d'ouverture qui est assez élevé. Et surtout, tu es en croissance permanente, quoi. Là, ça fait que monter et ça n'arrête pas. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que tu peux partager aussi peut-être, Anto, c'est que Sébastien fait du build in public, donc il partage vraiment ce qu'il gagne avec la newsletter aujourd'hui, et puis le nombre d'abonnés qui monte petit à petit aussi tous les mois. Toi, tu le fais depuis quand, Sébastien? Le building public? Ouais. J'ai essayé de le faire depuis le début. En fait, je pense qu'en 2021, j'ai fait une rétrospective de la newsletter. Mhm. Alors, j'essaie de le faire chaque année, mais en fait, souvent, je dis que je vais le faire et je le fais pas parce que j'ai pas le temps. Mais ce que je fais depuis début 2022, c'est sur le site Indie Hacker, je publie chaque mois un rapport mensuel sur lequel je mets les stats du mois, je mets un commentaire sur pourquoi les stats ont évolué de telle manière, combien j'ai gagné, combien ça m'a coûté en SaaS et en divers outils, et d'autres informations qui peuvent être pertinentes pour ceux qui s'intéressent au milieu de la newsletter. Bon, après, c'est pas vraiment des, des informations qui vont forcément vous apprendre des choses sur le dev, mais si la newsletter, c'est un business comme un autre, comme un SaaS ou quelque chose comme ça. Moi, je trouve que Ouais. c'est utile d'avoir ce genre d'informations disponibles publiquement pour ceux qui voudraient se lancer. Ouais, puis c'est surtout Pas beaucoup de forcément. travail. Nous, on l'a vu au Ouais. début, notamment quand on faisait. Donc, en fait, là actuellement, donc la chaîne a été rebrandée depuis cette nouvelle saison qu'on a démarré au nom de PicBeam. Et avant, c'était un média à part entière, donc qui s'appelait Déclic. Donc, au début, on a couvert des sujets un petit peu plus vastes, on va dire, que uniquement la partie web, je dirais. Mhm. Et très vite, enfin voilà, on s'est rendu compte aussi de tout ce que ça impliquait. Moi, je faisais notamment une matinale deux fois par semaine. Voilà, toute l'agrégation de contenu, le fait d'aller rechercher le bon contenu, le fait de le traiter, de le mettre en forme, etc., etc., c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et c'est de la valeur en fait que tu délivres, même si en fait tu n'es pas, comment dirais-je, à l'origine des infos, tu as quand même tout un travail de parsing et puis de restituer la chose de façon intelligible et facilement compréhensible, quoi. Ouais, c'est un peu ça en fait. Moi, mon but, c'est les informations, en fait, tout le monde peut les trouver. Mm. La question, c'est est-ce qu'ils arriveraient à les trouver en autant de temps Ouais, en lisant ma newsletter ou en le faisant tout seul? Moi, bien je sûr. pense qu'en fait, pour trouver les mêmes quantités d'informations, alors le but, c'est pas de faire de la quantité aussi, c'est aussi au Mm. final, d'apprendre quelque Mm. chose de pertinent, hein. Donc, moi, j'agrège un peu pour plusieurs profils différents. Il y a des mecs qui vont être des hardcore React développeurs qui vont s'intéresser Ouais. aux pull requests qui sont mergés dans le projet, Mm. Mm. dans le corps de React, où il y en a qui vont s'intéresser à React Native, il y en a qui vont s'intéresser à Expo, il y en a qui vont préférer les tutoriels un peu avancés, il y en a qui vont préférer, on va dire, les news, découvrir des packages. Donc il y a un peu plein de modes de consommation différents. Ouais.
Moi, j'essaie de répondre un peu à tous les besoins. Donc, en fait, c'est pas forcément une bonne chose de répondre à tous les besoins en même temps, puisque bah, voilà, c'est mieux de faire un truc un peu spécialisé. Mais bon, en même temps, je peux pas créer une newsletter par profil de consommation. Ouais. Donc, Puis t'es Tu déjà restes quand spé- même, tu restes quand même niché. Oui, c'est T'es ce que quand j'allais même dire. Ouais, niché oui, sur React. Voilà, c'est pas, tu parles pas de tout et de rien non plus dans ta voilà. newsletter. Là, Ouais. t'as- L'audience cible, en vrai, il y a plusieurs modes de consommation, mais l'audience cible, ça reste un développeur qui connaît déjà bien React, qui connaît déjà bien éventuellement React Native. Mhm. Je pense qu'il y a un aspect cross-platform entre web et mobile qui est assez mis en avant aussi dans ma newsletter. ouais. Et donc voilà, disons que je vais pas forcément beaucoup partager de tutoriels pour apprendre React de zéro, ni des intégrations verbeuses sur comment, je sais pas, intégrer telle techno avec un guide pas à pas où Hmm. on montre comment on fait un npm install, les packages qu'il faut. Bon, ça c'est pas des trucs qui m'intéressent trop parce qu'en fait, Ouais. c'est plus du contenu qui a pour vocation d'être trouvé en faisant une recherche Google que d'être partagé dans une newsletter et consommé parce qu'on en a envie. Hmm. Le jour où j'ai besoin d'intégrer Intercom dans une app React Native, je taperai Intercom plus React Native sur Google et puis je trouverai un tutoriel qui explique ça, quoi. D'accord. Mais si je mets ça dans la newsletter avec un guide pas à pas qui explique comment on installe le SDK Intercom en tapant npm install Intercom, ça n'a pas trop d'intérêt immédiat, quoi. Je comprends. Bien sûr. Et alors aujourd'hui, tu as une audience suffisamment large et j'allais dire, est-ce que toi déjà aujourd'hui, tu arrives à peu près à soit à en vivre, soit au moins à te dégager des revenus ou ce genre de choses qui te permet de faire perdurer? Parce qu'en fait aujourd'hui, même si tu fais les choses avec la meilleure volonté du monde, au bout d'un moment, si ça ne rapporte pas d'une manière ou d'une autre, soit en visibilité, soit de façon pécuniaire ou autre, Oui, bien c'est sûr. compliqué quoi. Bah, en fait, mon but initial, c'était de trouver des clients pour des missions de conseil. Mhm. Mais ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, depuis 2020, je travaille pour Facebook en freelance sur D'accord. Docusaurus. D'accord. Et en vrai, j'ai jamais eu besoin de trouver des missions de conseil à partir de là. Donc, je me suis posé la question, par rapport au temps que ça prend et par rapport au fait que je n'ai plus besoin de trouver des clients. Ouais. Parce qu'a priori, j'ai un contrat renouvelé tous les ans et puis pour l'instant, ça a toujours été renouvelé. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à faire la newsletter d'un point de vue business? Parce que Ouais. bah, moi, du coup, si je fais de la newsletter et que ça me prend un jour par semaine, bah, je perds de l'argent. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la newsletter, ça me prend presque 3 jours par semaine. Ouais, c'est énorme. On dira pas comme ça, mais du coup, je peux pas le faire tourner gratuitement Non, c'est parce sûr. que moi, j'ai pas envie de baisser de diviser mon niveau de vie par plus de 2. Donc effectivement, je me suis posé la question et je pense vers 2021, l'enjeu principal, c'était de commencer à la monétiser parce que 2021. Et donc, tu l'as commencé quand, tu nous as dit? 2020? Tu as mis un peu plus d'un an, du coup? j'ai commencé en 2020, oui, effectivement. Après, c'est vrai qu'en 2020, j'étais pas encore sûr que mon contrat avec Facebook soit renouvelé, Ouais. que ce soit quelque chose qui devienne régulier. Mhm. Mais bon, c'est vrai que maintenant, bah voilà, je pense qu'en fait, tant qu'il n'y a pas de consigne de Meta qui dit il faut virer 10 000 personnes dans la boîte, y compris les freelances ou je sais pas quoi, ce qui peut arriver, je suis plutôt Safe, dans les quoi. contrats qu'ils vont renouveler. Donc, je m'inquiète pas trop là-dessus. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai pas l'inquiétude de si je perdais mon job, je pense qu'aujourd'hui, avec les visibilités que j'ai, j'aurais pas de problème à en retrouver. Ouais. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était pas tout à fait pareil et je me suis posé la question, est-ce que je continue la newsletter ou alors est-ce que je travaille sur Docusaurus à plein temps et puis après je passerai sur un autre projet où je reprendrai la newsletter si jamais Docusaurus s'arrête et que j'ai encore envie de trouver des missions de conseil. Mais c'est vrai que à partir de 2021, en fait, bah pour moi, c'était en fait j'avais Docusaurus en sécurité, en contrat régulier, et puis derrière il y avait la newsletter. Donc en fait, j'ai essayé de monétiser la newsletter, et puis petit à petit, j'y allouais aussi de plus en plus de temps parce que la monétisation le permettait, quoi. Donc au début, je devais passer peut-être un jour par semaine, et puis j'avais un sponsor par newsletter. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de contenu qu'avant par semaine. J'ai 4 placements sponsors dans la newsletter. J'ai 2 assistantes virtuelles qui m'aident à gérer tout ça. En termes de croissance et de management des sponsors, de facturation, d'organisation des assets de chaque sponsor qui veulent diffuser leur publicité dans la newsletter. Donc,
En fait, les 3 jours, quand tu dis 3 jours, c'est pas 3 jours à écrire la newsletter, c'est 3 Non. jours à gérer tout ça, quoi. À gérer Ça, ouais. tes assistants virtuels, à gérer tes sponsors, à gérer les factures pour les sponsors, C'est à ça. valider ce que tu mets pour les sponsors. J'imagine que tu dois valider ce que tu écris dedans, peut-être aussi. Ouais, je peux peut-être montrer un truc. J'ai même un SaaS pour gérer les sponsors. Tu veux que je partage ton écran du coup? Oui, on peut partager mon Ah, écran, pas de hop, souci. 2 Incroyable. secondes. C'est toi tu l'as développé avec. Ah non, c'est pas moi qui l'ai développé, mais par contre, j'ai été en contact assez rapidement avec les mecs qui avaient eu cette idée. Et je leur ai donné déjà une quinzaine de retours. Enfin, ça fait 1 an qu'on échange, je leur fais des retours, ils font les améliorations. C'est bien parce qu'en fait, tout ce que je leur dis, ils l'implémentent. Donc au final, voilà, j'ai C'est un quasi SaaS sur mesure, quoi. qui répond pas mal à mon besoin. Aujourd'hui, mais du coup, j'ai les 2 assistantes virtuelles qui se connectent à ce SaaS-là pour récupérer. Par exemple, là, on peut voir que dans la prochaine édition de demain, il y a un sponsor qui s'appelle React qui m'a uploadé une image, qui m'a foutu Tu l'as du depuis un texte, un moment, lien. le React Bricks, non? Oui, il sponsorise régulièrement. C'est un... Ouais. Et puis, voilà. En fait, voilà, c'est un SaaS que je paye. Aujourd'hui, ça me coûte, je sais plus, 150 € par mois pour ce SaaS, donc c'est quand même pas gratuit, mais ça fait gagner beaucoup de temps et je préfère gagner du temps aujourd'hui. Aujourd'hui, le temps, c'est la ressource dont j'ai le plus besoin et, C'est ce qu'on vend en tant j'essaye de. c'est aussi ce qu'on vend en tant que prestataire de service, donc voilà. Enfin, étant donné qu'on est tous plus ou moins prestataires de service, quoi, donc Voilà. ok. Ok, très très cool. Et alors, est-ce que tu veux également... alors, on va après peut-être vite enchaîner sur Docusaurus, parce que c'est aussi un sujet passionnant, mais est-ce que toi aussi, tu automatises un certain nombre de choses? On a reçu sur cette chaîne Bruno Soulès, que tu connais peut-être, je ne sais pas, de la chaîne... enfin, il a une chaîne lui-même, en fait, sur de streaming et de podcast. Oui, Je pense j'ai que été invité il y a t'as- 2 ans dessus, je crois. IFTTD, voilà, parfait. Ouais, Mais, c'est ça. voilà, et du coup, effectivement, il nous a partagé en fait tout ce qu'il a automatisé, notamment avec l'outil Make. C'était impressionnant en fait, à quel niveau, enfin jusqu'où il est allé, notamment pour la partie, tu vois, gestion des invités, etc. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qu'il a réussi à mettre en place. Est-ce que toi aussi, de temps en temps, peut-être, tu as accès à ce type de choses, ou il y a peu de choses que tu automatises? J'aimerais bien, mais pour l'instant, c'est pas très automatisé. Donc, Ouais. on va dire que c'est pour ça aussi que j'ai des personnes pour m'aider Hmm. à faire des process, comme, je sais pas, copier-coller du Markdown sur Reddit ou des choses comme ça. C'est pas Ouais. des choses qui m'amusent de le faire toutes les semaines. Ouais. Donc, voilà, s'il y a des petites tâches un peu de cross-promotion, de publi-postage de la newsletter à droite à gauche, c'est vrai que ça, c'est des choses, moi, enfin, je l'ai fait pendant 1 ou 2 ans et puis, j'ai fait un peu le tour, hein. Si je peux sauver 1 ou 2 heures par semaine en déléguant, Ouais. je vais pas me gêner, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trouvé d'automatisme pour le faire automatiquement, sachant qu'en fait, il faut que le contenu il soit posté de manière un peu native sur chacune des plateformes. Donc, il suffit pas juste de faire un copier-coller, il faut adapter un petit peu. Et j'ai pas aujourd'hui mis en place les process pour automatiser Hmm. tous ces trucs-là, quoi. Ok, bah, n'hésite pas d'aller voir sur notre chaîne YouTube le live, parce que vraiment, nous derrière, on s'est grave intéressé du coup à Make. On a réussi à automatiser un certain nombre de choses. Typiquement, là, toute la partie gestion des invités, on a une première brique qui est posée. D'ailleurs, tu fais partie des crash testeurs. Je sais plus si ça avait fonctionné à fond ou pas, mais bref, Ça marche bien. tu as toute une séquence On a eu un de... petit bug. On a eu un petit bug Oh, il avec y avait Sébastien des petits bugs, pour bon. l'invitation. Mais le but, voilà, c'est vraiment tu partages un lien cal.com et puis la personne s'autogère, voilà, elle définit elle-même la date et toute la séquence se joue derrière pour récupérer les assets, les photos et trucs comme ça, parce qu'en fait, c'est à faible valeur ajoutée finalement. C'est pas là qu'on a le plus d'intérêt en fait d'intervenir. Donc Ouais. vraiment super. En fait, j'ai quand même un petit truc, c'est sur mon logiciel SaaS là. Ouais. En fait, moi je crée le calendrier et en fait après on envoie un lien aux sponsors qui eux-mêmes vont uploader leurs assets. Donc on n'est plus sur de la gestion des assets, des Ouais. publicités par email. C'est vraiment eux. Moi j'ai créé des champs dans le logiciel et Mhm. puis c'est eux de les remplir le champ, quoi, un peu comme un Ouais, d'accord. Typeform, mais dédié à la newsletter. Ok. Ça, c'est le Derrière système après, qui te gère tout ça, quoi. voilà. Donc j'ai pas fait un truc Make, mais par contre j'ai un logiciel qui est dédié aux newsletters, Ouais, qui qui t'en a fait des beaucoup. features un peu avancées, qui peut envoyer des reminders, qui peut définir il y a des triggers temporels,
des triggers en fonction de si on change le statut d'un slot, alors il y a un mail qui part avec un lien ou des choses comme ça. Et puis il y a aussi du reporting qu'on peut automatiser derrière. Par exemple, on peut aller directement dans mon logiciel de mailing pour savoir combien de lecteurs ont cliqué sur un lien. Et ensuite dire au sponsor, bah voilà, ton lien cette semaine, il y a eu 300 clics. Il y a moyen d'automatiser ça Ouais, non, c'est bien. pour que ce soit pas à moi d'aller chercher dans le logiciel à la main les stats et d'envoyer un mail custom, quoi. Non, mais ça, c'est cool. C'est nous, enfin, en plus, je vois que c'est très orienté newsletter, visiblement, ce SaaS. Donc, en fait, quand t'as quelque chose qui te gère tout comme ça, enfin, nous, franchement, si on avait trouvé, je pense qu'on aurait payé, hein. Il n'y avait pas de problème. Mais bon, après, quand t'as des besoins spécifiques, tu vois, honnêtement, après, tu peux le faire en dev, tu vois. Mais au début, le faire en no-code pour tester et prouver, on va dire, ton automatisation et voir qu'effectivement, elle t'apporte, c'est vraiment, c'est très stylé. Enfin, nous, on a beaucoup aimé, quoi. Alors, Dernière question, juste Ouais, avant de vas-y. basculer sur Docusaurus. En parlant des sponsors, tu as switché ta newsletter il n'y a pas longtemps, si je dis pas de bêtises, en anglais. Donc, Ouais. j'imagine que c'est un peu à cause pour les sponsors. Pourquoi tu as fait ce choix et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, du coup, d'avoir Alors, switché en anglais? en fait, c'est pas pour les sponsors que j'ai switché la newsletter en anglais, c'est parce qu'en fait, ça me prenait trop de temps. Et en fait, je publie toujours la newsletter le mercredi soir. Alors, en vrai, Ouais. j'aimerais la publier le mercredi midi, tu vois, mais en fait, j'y arrive jamais. Ouais. Donc, en fait, je suis toujours en urgence le mercredi soir à essayer de boucler le truc et de pas faire attendre ma compagne non plus pour manger et tous ces trucs-là, quoi. Ouais. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que à 8h pile, j'arrive à peu près à envoyer la newsletter. Souvent, je suis un peu en retard de 20 minutes et quelques. Et ensuite, voilà, je vais manger et puis franchement, ça m'embête de reprendre le PC à 21h, de retraduire pendant 2 heures le truc et puis de renvoyer un email. Tout ça pour mettre des commentaires en français, sachant que tous les liens sont en anglais déjà. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé sur un workflow asynchrone. Il y a quelqu'un qui m'aide à traduire les newsletters, mais le mail partira pas en français. Il partira en anglais. Et du coup, il y aura un lien vers les précédentes newsletters qui seront traduites en français. Donc si vraiment les gens ils veulent lire la newsletter en français comme avant, ils pourront toujours. C'est juste qu'elle partira pas en temps réel En en même temps, français. ouais. Voilà. D'accord. Et que ce Ok. sera pas moi qui ferai la traduction parce que voilà. Le fait que je doive envoyer un mail en français, ça fait que c'est moi qui dois faire la traduction parce qu'il faut que le mail ne soit pas retardé de trop d'heures ou trop de jours parce que je veux pas que les nouvelles ne soient pas fraîches en fait. Ouais. C'est une newsletter de curation, donc en fait, moi aussi j'ai un peu le challenge. Peut-être que je m'impose un peu ce challenge inutilement, mais j'essaie d'avoir des news qui sont plus fraîches que mes concurrents, quoi. Ok. Et donc, en fait, c'est au début, la newsletter était en français. J'avais des sponsors français comme des entreprises, des startups qui voulaient faire publier des offres d'emploi pour des développeurs React. Et en fait, ça marchait plus ou moins, mais bon, j'aurais jamais bien gagné ma vie de cette manière-là. Et aujourd'hui, c'est des sponsors, c'est des SaaS américains en hyper croissance qui vont sponsoriser la newsletter pour toucher des audiences. Et c'est les mêmes sponsors sur la version française et la version anglaise. Et ouais, ils sont prêts à mettre beaucoup plus du coup sur ce type de typologie de clients vis-à-vis de Voilà. offres Et d'emploi puis, où effectivement c'est difficile de mettre beaucoup pour une offre d'emploi. Ouais. Et ils sont habitués déjà à sponsoriser des newsletters. Donc c'est difficile de convaincre une entreprise française qui a jamais sponsorisé une newsletter d'adopter un nouveau canal de distribution marketing, Ouais. alors que en fait les entreprises américaines elles ont déjà l'habitude, la culture de considérer que la newsletter c'est un canal d'acquisition aussi bien que les influenceurs YouTube et Instagram tout ça fait partie du paysage marketing aux États-Unis. En France, c'est vrai que On est un peu à la bourre. c'est pas encore très très développé en termes de newsletter, quoi. Ok. Ok. Super intéressant. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir partagé tous ces petits insights, puisque nous, on reçoit la newsletter toutes les semaines et on pense pas à tout ce qui se passe derrière et à tout le travail Ouais. et à tous les échanges et à tout le stress que ça peut générer, parce que j'imagine qu'au début, tu prends beaucoup de plaisir à les écrire et quand tu arrives à la 175e, c'est pas tous les jours facile d'envoyer le mail le mercredi soir avant d'aller Voilà. manger. Et justement, là, pour la première semaine depuis le tout début, c'est pas moi Et qui t'as suis fait en train d'écrire la newsletter,
Bah, j'ai trouvé un dev qui fait plutôt du React Native, mais qui est à Singapour et qui va écrire la newsletter pour moi cette semaine. Bon, ok. Bon, Donc bah, tu vas j'espère pouvoir qu'elle manger sera bonne. tranquillement demain soir. Ouais. Mais du coup, vous me direz si elle est aussi bonne que d'habitude, hein, parce que bah, c'est Ok. un peu le challenge que j'ai en ce moment. Mais de toute façon, il va falloir que je délègue. Et c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, enfin l'année précédente, en fait, à chaque fois que je prenais des vacances, il y avait un trou. Et après, Ouais. quand je revenais de vacances, j'étais stressé parce que je me disais il fallait que je couvre 2 semaines De d'actualité. Donc du retard coup, et je me rien retrouvais avec loupé. des mails à rallonge, plus de temps de production. Et puis voilà. Donc moi, mon but, c'est aujourd'hui d'avoir 52 éditions par an et puis d'avoir quelqu'un Pour pour m'assister, aider. on va dire, combler les trous et faire en sorte que je sois un peu moins stressé quand je pars en vacances. Tu Ok. m'étonnes, tu m'étonnes. Ok, Euh, Sébastien. Cool comme présentation. Juste rapidement avant qu'on enchaîne sur la deuxième partie, l'instant promo. Alors nous on n'est pas payé pour ça, on se fait des promos à nous-mêmes. C'est pas mal aussi. Je vous rappelle les amis, alors merci beaucoup, j'ai vu qu'il y a Raph qui nous a rejoint, qui a follow évidemment. Si jamais vous ne connaissez pas la chaîne Pigbeam, abonnez-vous dès à présent sur cette chaîne, comme ça vous serez prévenus des prochaines interviews. Cette semaine on a 2 interviews d'ailleurs, hyper exceptionnelles. Vendredi on a une seconde interview, on vous en parlera. Benoît, peut-être rapidement tu peux vite fait teaser. Ouais, bah, écoutez, ce sera sur Yama CMS. On parlera donc de ça, un CMS headless français, made in Savoie. Vous pourrez aller regarder. Il fait pas que CMS, il fait un peu plus que ça. On parlera de cet outil-là vendredi. Et d'ailleurs, la documentation de ce super outil est faite avec Docusaurus. Mmh. Alors on reste dans le thème, on est très Donc, on corpo. est dans le thème. Donc, C'est ça. bonne Alors, semaine. Donc, ça sera vendredi à 14h30. yes, Voilà. c'est ça. Alors évidemment, n'hésitez pas à nous suivre. On est sur Twitter X, on est sur YouTube. Sur YouTube, vous avez 2 chaînes. Vous pouvez taper Pigbeam dans YouTube et vous avez la chaîne principale sur laquelle voilà, on met, on va dire, des vidéos plus ou moins montées. Enfin voilà, c'est vraiment notre chaîne principale sur laquelle vous pouvez retrouver pas mal de contenu. On a fait des trucs super cool, notamment l'interview dont je te parlais tout à l'heure, Sébastien, tu vois, c'est augmenter sa productivité avec le no-code et Make, tous les workflows. C'était vraiment très très cool comme interview. On a reçu Graphic Art, on a reçu Bastille, on a reçu Shubham Sharma, on a reçu plein de monde sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis on a également une chaîne replay sur laquelle là on va poster plus du contenu, on va dire un peu plus long. Si jamais voilà, vous voulez vous faire un petit podcast, ce genre de choses, vous pouvez aller consulter la chaîne replay, il y a du contenu tout aussi intéressant. Voilà les amis, donc du coup ce que je propose, c'est qu'on bascule sur la seconde partie de cette interview, puisque comme on vous a dit, en plus de cette partie React Hebdo, donc de cette newsletter, Sébastien fait partie de la core team qui développe l'outil Docusaurus. Donc peut-être Benoît, je te laisse vite fait introduire sur Docusaurus en quelques mots, comment toi tu le présenterais, puis Ouais, après on donnera la parole. alors je laisserai Sébastien qui le présentera mieux que moi, mais Certainement. Docusaurus, générateur de sites statiques qui permet de faire de la documentation. On en est à la version 3.1.1. Il y a eu des changements dimensionnants entre les versions majeures, tu nous en parleras. Quelques chiffres, j'ai regardé un petit peu aujourd'hui. Docusaurus, il faut savoir que c'est 283 000 téléchargements par semaine, donc ça pèse quand même, hein. C'est une solution qui est très utilisée aujourd'hui. En comparaison, on va dire les concurrents, tu me diras s'il y a des plus gros concurrents que ce que j'ai trouvé, Sébastien. J'ai noté, il y a Nextra qui est basé sur Next, et 77 000, donc beaucoup moins. Il y a VuePress aussi qui est basé sur Vue, qui fait 46 000. Tout à l'heure, on a vu VitePress 87 000. Il y a DocZ aussi, bon, c'est pas grand-chose, 4882, qui est une solution basée sur Gatsby. Et d'ailleurs, Docusaurus rattrape Gatsby qui est en perte de vitesse et qui fait 330 000 à peu près téléchargements par semaine. Et je pense que c'est aussi dû à tous les projets Gatsby qui existent et pas des nouveaux projets où des gens font des npm install sur des projets anciens. Donc magnifique. Même Astro, tu vois, je regardais Astro par curiosité, 244 000 moins. Astro, Mais je pense que ouais, Astro, ils vont forcément dépasser à un moment donné, hein. C'est en très forte croissance, donc Il y a quand ça même- me surprendrait pas que. Là, c'est un En peu. plus, c'est une. Pardon, là, je disais, c'est un peu ton Hall of Fame, quoi, en gros. Il y a Algolia, il y a Ionic, enfin, il y a quand même des grands noms, on va dire, de la tech qui utilisent ce type de. Enfin, voilà, cette Oui, technologie, mais tout simplement.
en vrai, ils y sont pas tous parce que bah déjà le showcase il est pas forcément très à jour. Ouais, Ensuite, il y a plein de demandes qui sont en attente. ok, Et puis la politique aussi, c'est d'ajouter les gens que s'ils le souhaitent et qui font la demande. ok. Donc en vrai, il y a, je sais pas, il y a des centaines de sites en interne chez Microsoft, chez LinkedIn, chez Shopify. Dans les sites un peu, enfin dans les startups, on va dire un peu connus, il y a aussi Figma, Snapchat. Incroyable. Je sais plus trop qui, mais bon, Il y a il y a pas mal Supabase, de j'ai boîtes. vu. Supabase qu'on Ouais, utilise. alors eux, il faut que je les enlève, ils l'utilisent plus. Ah bon? Ils sont passés sur, je crois, un truc custom en Next ou je sais plus trop. Ok, mais j'ai regardé il y Mais a pas si longtemps que ça, j'avais vu que c'était Docusaurus avec Wapalizer. Ils ont peut-être pas fini le switch. possible, je sais pas. Ok. Ouais, c'est possible qu'ils aient gardé une partie et pas l'autre. Je sais pas trop, mais en tout cas, il me semble qu'ils ont changé de solution, mais je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Ok. Et on a une question alors dans le chat, très vite, forcément, ce qui intrigue, c'est que le projet Docusaurus est, alors tu vas nous expliquer peut-être plus en détail, mais supporté, on va dire, dans le sens support par Meta, par le groupe Meta. Et donc on a une question de Mokuji dans le chat qui nous dit une question d'avance, comment Facebook fait-il, j'imagine, ou utilise, oula, j'ai pas trop compris, Comment comment ils Facebook, utilisent Docusaurus ouais en voilà, interne? comment est-ce qu'il l'utilise en J'imagine interne en fait? que c'est un projet interne de base qui est utilisé pour les différents besoins de Facebook et c'est pour ça qu'ils le maintiennent avant tout. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, peut-être pour revenir sur l'histoire de Docusaurus, en fait, au début, Facebook, ils ont plein de projets open source. Donc Mm. déjà, moi, je suis pas un employé, donc je peux dire que ma perspective, j'ai pas forcément la science exacte de comment ils l'utilisent en interne, puisqu'en fait, je vois pas leur projet interne. Mm. Moi, je vois le projet open source qui est public, donc en fait, c'est là où je contribue. Mais derrière, j'ai pas forcément accès à tous les projets Docusaurus de Facebook. Mais bon, en tout cas, pourquoi ils ont créé cet outil? Parce qu'en fait, à la base, ils avaient un template Jekyll qui permet de générer des sites statiques Ouais. à partir de Markdown, je crois. Et c'est un outil Ruby, ils avaient un template, et en fait, chaque projet, ils faisaient un copier-coller du template Jekyll pour chaque projet open source pour lequel ils voulaient publier de la doc. Et en Mhm. fait, bah, des fois, il y avait un site qui voulait qui avait un besoin spécifique, une petite feature qu'ils voulaient sur leur site de doc, donc ils le développaient chez eux. Et ensuite, il y Ok. avait un autre site qui voulait la même feature, donc en fait, ils devaient redévelopper cette feature sur l'autre site. Et en fait, bah, à la fin, on avait plusieurs templates qui divergeaient. Ok. Bah, ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait pas trouver une sorte de dénominateur commun à tout ça et créer un outil où tout est encapsulé dans une dépendance. Et bah, du coup, les personnes ont juste à lancer un script Node.js sur un dossier avec des fichiers Markdown, puis du coup, ça build un site de documentation sans qu'il y ait trop besoin de maintenir une stack technique. C'est un peu dans l'esprit de Create, React App et tous ces projets-là qui Mm. permettent de démarrer en React facilement sans avoir trop à se soucier d'assembler les dépendances entre elles. Ouais. Donc de cacher un peu la complexité derrière Ok. une dépendance et une API beaucoup plus simple. Bah voilà, le Docusaurus 1 a été créé, je pense, vers 2016 ou quelque chose comme ça. Ok. C'était une application multi-page avec React qui était utilisée que côté serveur pour faire du templating. Donc c'est-à-dire qu'en fait React n'était jamais hydraté côté client. Mm. Et donc ça marchait bien, mais ils se sont dit ah, c'est dommage parce que React permet de faire du routing côté client et tout ça. Et de faire de l'hydratation. Donc pourquoi ne pas essayer d'améliorer la version 1 en proposant un routing client-side qui serait un peu plus fluide. Et du coup, à partir de 2018, il y a eu un prototype de version 2 qui a été créé, basé sur React côté client avec hydratation. Donc une Mhm. vraie single page application cette fois. Et aussi avec le support de MDX pour rendre la documentation interactive. Et Donc là, tu le y fait étais de du coup. Tu étais arrivé à ce moment-là? Moi, je suis Pendant- arrivé, ouais, on était en version 2 alpha. Ok. Sachant que la version 2 alpha, elle était déjà en développement depuis presque un an et demi ou quelque chose comme ça, donc elle était déjà assez avancée, mais il Mm. manquait des features au niveau du versionning, du support internationalisation et tout ça. Et D'accord. moi, je suis arrivé en fait pour, euh, pour aider à finir la version 2. Ok. Et bah, petit à petit, assez rapidement, c'est moi qui ai pris le lead sur le projet et puis qui développe l'ensemble, Mm. l'essentiel des features maintenant, quoi. Ok.
Et alors, ça se passe comment en termes d'organisation? C'est-à-dire que tu as des comptes à leur, enfin, vous avez des comptes à leur rendre ou comment est-ce que vous organisez? Est-ce que vous avez des, je sais pas moi, des sprints avec des features qui sont attendues ou enfin, quelle est la relation Euh, exactement? et bah, en fait, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas trop de consignes d'un point de vue, enfin, Meta ne donne pas trop de direction. Pour l'instant, ils me font plus ou moins confiance pour bien diriger le projet. Et c'est vrai que bah, moi, j'arrive à voir en fonction des feedbacks utilisateurs et des besoins Mmh. ce qui est Comment important prioriser? Mmh. de créer. Après, Mmh. c'est vrai que bon, il y a aussi un usage interne chez Facebook avec, il y a peut-être 2 ou 3 employés en interne chez Facebook qui vraiment s'occupent de la partie Docusaurus pour Facebook. Donc, ils ont créé un preset spécial pour Facebook avec des spécificités. Bon, je connais pas tous les détails de ce preset puisqu'en fait, Mmh. c'est pas moi qui. Enfin, il y a des subtilités comme le fait qu'ils utilisent Mercurial au lieu de Git ou des choses comme ça. Ou alors ils ont des mentions légales ou des trucs, une gestion de la RGPD ou des trucs ou des cookies sur les sites qui sont Ouais. différents de ce qu'il y a dans open source. Enfin, il y a toujours des spécificités qu'ils ont en interne. Je suis pas forcément au courant de toutes ces choses-là, mais en tout cas elles existent. Et bah, c'est vrai que des fois, il y a les employés de chez Facebook en interne qui me disent ce serait bien qu'il y ait cette feature-là. Et forcément, bah, je vais quand même prioriser un petit peu le Ouais, bien sûr. besoin en interne quand il arrive. Ouais. Euh, et puis, bon, sinon, de toute façon, souvent, c'est des besoins que la communauté aussi a. Donc, Mmh, 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 mmh. moi, j'essaie en fait d'agréger les besoins et puis de designer des API qui soient plutôt bas niveau. Enfin, ma manière de designer Docusaurus, c'est d'abord de créer des API bas niveau qui débloquent plein de use cases différents. Mmh. Et puis, si jamais il y a vraiment un besoin, on peut rajouter des raccourcis qui simplifient l'usage bas niveau. Mais en tout cas, moi, j'essaye vraiment de raisonner sous forme de primitives. C'est-à-dire qu'en fait, j'expose des primitives qui sont pas forcément les plus pratiques à utiliser, mais on peut les composer de plein de manières différentes selon les besoins pour les utilisateurs avancés. C'est ça qui permet de rendre la solution vraiment très flexible et qui me semble aujourd'hui fait que Docusaurus est plus flexible que les projets Une bonne concurrents. solution. Parce que quel va être, comment tu définirais, je dirais, le cas typique, on va dire, dans lequel Docusaurus est la solution la plus adéquate en fait? Dans quel cas est-ce que, par exemple, pourquoi j'utiliserais plus Docusaurus que un Next ou quelque chose comme ça? Quel va être le cas typique, on va dire? Bah, je pense qu'on a plus de features. Alors déjà Next.js, c'est très bien, hein. C'est pas la question. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'un jour Docusaurus soit construit au-dessus de Next.js ou qu'on essaie de faire une version qui tourne sur Next.js. C'est un challenge qu'on a sur la roadmap. Je sais pas si on va le prioriser, si on va y arriver aussi. Ça me semble assez ambitieux. Mhm. Et React Euh, Server Components, c'est quelque chose que vous voulez mettre en place sur Docusaurus les server aussi? components, oui, parce Ouais. que c'est super utile pour Euh, en fait, les serveurs components, il n'y a pas forcément besoin de serveurs. Ça, c'est un peu une Mmh. misconception de cette feature React. Ouais. Ça tourne aussi au moment du build. Et en fait, au moment du build, le serveur, c'est Node.js. C'est le serveur Node qui tourne en local Ouais. pour créer les pages statiques. Ouais. Et pour moi, c'est très, très utile parce qu'aujourd'hui, Docusaurus n'a pas de data layer. Il y a une architecture sous forme de plugin où en fait, il y a un plugin pour créer un blog, un plugin pour créer la doc. Mais les plugins sont indépendants les uns des autres et en fait c'est un peu compliqué d'injecter par exemple je sais pas les 3 derniers blog posts sur une page de doc ou alors la liste des API disponibles sur un blog post et de faire en OK. sorte que ce soit synchronisé. Mmh. Donc pour l'instant si on veut faire ce genre de choses on est obligé d'hardcoder les choses parce que les plugins ne se voient pas entre eux. Mmh. Ils sont assez cloisonnés et ça pose un souci. Et par exemple, comment Gatsby avait résolu ce problème à l'époque, c'était avec des queries GraphQL, Mmh. où en fait on pouvait être n'importe où et rajouter des fields sur sa query GraphQL et récupérer les datas dont on avait besoin sur un composant donné. Mmh. Mais il se trouve qu'en fait la communauté n'a pas du tout aimé cette solution et qu'aujourd'hui tout le monde trouvait que c'était trop compliqué de faire du GraphQL Mmh. sur un site statique. C'est vrai que c'est un peu un détournement de la techno pour un peu particulier. Et du coup, les React Server Components vont résoudre pas mal ce problème-là, dans le sens où en fait, on pourra exposer les données sous forme d'objets directement, et puis en fait, l'utilisateur, il a juste à prendre les données dont il veut dans l'objet, un peu Mmh. comme si c'était une base de données en fait, et puis Mmh.
Et puis, juste les injecter en propre dans les composants, dans les sous-composants, et puis c'est tout, quoi. Ok. Donc ça remplace GraphQL. Aujourd'hui, on n'a pas de data layer, et mon objectif, justement, c'est grosse feature à venir, c'est de proposer un data layer en TypeScript. Donc en fait, on a juste un objet avec toutes les données dedans, et puis on va chercher ce dont on a besoin, comme si c'était une base de données locale, quoi. Ok. Un genre Et d'ORM un peu. alors, on va Oui, mais sauf que peut-être, c'est un ORM, sauf qu'il n'y a pas de base de données Prisma après, ou ouais. de Drizzle ou je sais pas quoi. Ouais. C'est en fait, on a un objet et puis on prend juste. C'est plus un sélecteur en fait. Tu vois, Ouais. c'est un gros objet et tu vas juste prendre les petits bouts de data dont tu as besoin pour ton composant React. Ok. Ouais. Et du coup, il n'y aura pas de cours parce qu'en fait, tu vas vraiment injecter que les props dont tu as besoin et tu vas laisser toutes celles dont tu n'as pas besoin de côté. Et puis en plus, tu auras sûrement des pages qui seront que rendues par des server components qui ne vont en fait ne même pas injecter les données côté front-end, elles vont juste en fait faire le rendu dans les server components et puis voilà quoi. Ok. Ok, Sébastien. Alors, j'avais une petite question. On va peut-être te laisser présenter. Faire une petite démo time. Démo faire une petite time. démo. Et moi, j'avais juste une question un peu transitoire, là, le temps que tu présentes. C'est donc aujourd'hui, Docusaurus, on va dire que c'est bien utilisé, bien connu pour créer des sites de documentation. C'est pas forcément sur la page d'accueil mis en avant que c'est que pour de la site de documentation. C'est présenté aussi comme un générateur de sites statiques. Est-ce que, de ta connaissance, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en pur outil de générateur de sites statiques sans pour autant vouloir faire de la documentation? Alors en fait le projet à la base est inspiré un peu de Gatsby, donc Ouais. on a un peu une philosophie un peu similaire, sauf que on a découpé on a permis la création de plugins un peu comme Gatsby, et chaque plugin permet de faire des choses, mais c'est vrai qu'on se focus quand même sur 3 plugins officiels qui sont le plugin Page qui permet de créer des pages indépendantes, donc des landing pages, des choses comme ça. On a Ouais. le plugin Docs qui permet de créer la documentation avec un support du versionning et avec les sidebars et toutes ces features-là. On a le plugin Blog qui permet de créer un blog. Et puis en fait, sur un même site, tu peux très bien assembler plusieurs plugins entre eux. Donc tu peux très bien imaginer où tu as un site où tu as un SDK iOS, un SDK Android. Donc tu vas utiliser 2 fois le plugin Docs. Tu vas avoir peut-être un site avec 2 blogs, comme ma newsletter. En fait, tu vois, j'ai une partie blog et une partie newsletter. En fait, c'est 2 blogs distincts. Donc j'ai utilisé 2 fois le plugin blog, une fois pour la newsletter et une fois pour les articles. Et puis il y a des gens qui peuvent créer des plugins third party qui vont faire un peu ce qu'ils veulent avec. Par exemple, là aujourd'hui, on est en train de créer un plugin pour créer un showcase comme ce que tu as montré tout à l'heure. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des gens de la communauté qui faisaient un copier-coller de notre showcase et qui mettaient ça sur leur site. Mais c'est pas un plugin, donc aujourd'hui on est en train de créer un plugin qui permet de créer facilement un showcase à partir de fichiers YAML. Donc, tu crées un fichier YAML par site du showcase, et puis tu peux assigner des tags dans le YAML, et puis le système de theming un peu du coup, ou vraiment non? Parce que en fait c'est ça finalement là, quand tu dis qu'en gros ils copient de l'existant et ils en refont, c'est presque comme utiliser un thème finalement. Parce que l'intérêt c'est d'avoir la bonne mise en forme en fait, c'est ça? C'est pas que ça, c'est aussi en fait les plugins sont décorrélés en 2 parties. Il y a ce qu'on appelle les content plugins qui permettent de lire les fichiers sur le disque dur et de créer des routes avec des props. Et derrière il y a les thèmes qui vont en fait fournir les composants React qui vont implémenter les routes. Donc en fait, si tu veux, on a des content plugins comme Docs qui peuvent être utilisés par plusieurs thèmes. Donc si tu as envie par exemple d'avoir en vrai, pour l'instant, on n'a qu'un thème, mais un des objectifs pour plus tard, c'est d'avoir un nouveau thème qui soit basé sur Tailwind, et éventuellement de fournir un autre thème plus tard qui soit une version redesignée de Docusaurus, parce que c'est vrai que moi je trouve que notre design actuel n'est pas le plus moderne par rapport aux concurrents qui font des sites de documentation comme je sais pas, Nextra, VitePress et Astro Starlight. C'est vrai qu'on a un design qui est pas forcément très très moderne, quoi. Je trouve que c'est dur justement quand tu maintiens un framework d'arriver à faire évoluer rapidement à partir du moment où tu as
beaucoup d'utilisateurs, etc. Tu as tes versions et Bah ouais. de vouloir faire évoluer comme ça Parce de que manière dimensionnante, c'est pas simple. après, ce qui est le plus dur, c'est que souvent ces projets-là, c'est des projets que tu vas démarrer par exemple. Des fois, c'est des projets coup de cœur, quoi. En fait, tu fais ça à côté et tout, puis après, ça prend de l'ampleur. Et après, en fait, le truc surtout, c'est que ça implique d'autres corps de métier, tu vois, parce que en fait, Docusaurus, comme n'importe quelle solution SaaS ou autre framework open source que tu veux, pour moi, ça reste un produit, tu vois. Et designer un produit, faire une expérience qui soit cool en termes d'interface et autres, c'est quand même un métier à part entière. Donc, tu vois, et tu peux pas, sur ce genre de projet où déjà le fait de faire progresser le produit est déjà en soi un travail, tu peux pas recruter 40 personnes parce que c'est juste pas réaliste en fait au niveau budget. Donc voilà, la principale problématique aussi elle est là, c'est qu'il te faudrait limite avoir une personne dans la core team qui soit spécialisée design produit, ce qui est extrêmement particulier, qui aille faire de la user Ouais. research et tu vois voilà. Et en plus on parle de développeurs, tu vois, qui est un public bien particulier. Donc donc voilà, je pense qu'il y a enfin ça se fait pas comme ça quoi. Ouais, effectivement, moi, en fait, je suis pas très bon en design à la base. Enfin, tu vois, composer deux couleurs entre elles ou des choses comme ça, c'est un truc. Bon, je deviens un peu habitué à faire des choses comme ça avec le temps, mais c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi. J'ai pas de goût artistique, si tu veux, donc je me sens pas de redesigner complètement Docusaurus aujourd'hui. Alors effectivement, j'aimerais bien qu'à un moment donné, Meta se dise que ça pourrait être une bonne idée. Mais moi, comment je vois les choses pour Docusaurus pour l'instant, c'est pas forcément comme ça qu'on le vend, mais je le vois de plus en plus comme une solution de documentation headless, dans le sens où en fait, nous on va fournir la brique technique, mais derrière, si tu veux vraiment que le truc soit joli, c'est quand même à toi de faire le travail pour, euh, pour le styler correctement, parce que l'interface de base, elle est quand même un peu brute. Mais par contre, l'avantage de Docusaurus par rapport aux autres concurrents, c'est que tu peux vraiment tout customiser. Ouais. Et il y a des sites, en fait, des fois je vais sur un site Docusaurus et je sais même pas que c'est un site Docusaurus tellement ils l'ont customisé, quoi. D'accord. Par exemple, tu vas sur, je sais pas, le site de Ionic, Ouais. je sais pas trop. Enfin, il y a des sites comme ça qui sont vraiment très customisés où en fait tu poses la question. Le site de base Docusaurus, tu le vois, tu vois que c'est un site Docusaurus. Par Ouais. contre, il y a d'autres sites Docusaurus où en fait tu vas dessus, tu te demandes, c'est pas le même layout, quoi. Il y a un layout qui est complètement différent. Faut que tu ailles sur la doc Ça, tantôt parce quel que endroit? là c'est la homepage en haut, doc. Ouais, là, doc. Ici. Là, tu vois. Ok. Ouais. Ok. Et donc là, c'est très différent, tu dis, du truc de base en fait. Donc... Encore, celui-là, je pense qu'il est pas très différent. Je pense que dans le showcase, il y en a quelques-uns qui sont encore beaucoup plus différents. Fais voir, on va aller zioter ça. Il y a du Algolia, il y a du Aigoni, il y a du Jest, React Native. React Native, c'est un site Docusaurus aussi, mais il a été pas mal customisé, mais c'est pas. Enfin, on voit quand même que c'est Docusaurus. Ok. Je sais pas si je peux. Tu veux que je partage ton écran peut-être? En fait, faut que je retrouve. Ah ok, bon, enfin, c'est pas... Non, mais c'est pas très grave de toute façon. Mais en tout cas, on peut vraiment customiser pas mal les choses et effectivement, il y a des sites où en fait on sait pas que c'est Docusaurus vraiment tellement ils l'ont customisé, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Ok. Sébastien, je te propose qu'on te laisse faire une petite démo, nous montrer un peu à quoi ressemble l'outil pour quelqu'un qui aurait envie de démarrer demain un site de documentation et qui voudrait Utiliser la simplement solution. savoir qu'est-ce qu'il peut utiliser, quels sont les outils qu'il peut utiliser et quelles sont les bonnes pratiques pour démarrer un projet Docusaurus. D'accord. Alors, pour commencer déjà, pour expliquer un peu le concept, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas expliqué un peu la proposition de valeur. Ouais. L'idée de Docusaurus, c'est vraiment de fournir une brique technique qui va permettre de se concentrer sur le contenu. Donc en fait, limite, on a juste à écrire des fichiers Markdown et puis derrière, il y a un peu de metadata qu'on appelle front matter en haut des fichiers Markdown. Et puis l'idée, c'est de réussir à créer un site à partir de juste l'écriture de fichiers Markdown et un peu de config, quoi. Mais il n'y a pas besoin d'écrire de code, normalement il n'y a pas besoin d'écrire de CSS et tout ça. On peut vraiment se concentrer sur la doc et le contenu. Ok.
Moi, il y a un moyen que j'aime bien pour commencer Docusaurus, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on incite les gens à nous fournir des bugs repro ou des choses comme ça. C'est d'aller sur le site docusaurus.new. Ok. Alors, la première fois que vous allez dessus, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une page avec plusieurs choix qui seront proposés. Mhm. C'est des sandbox en fait qu'on peut lancer dans le navigateur. Donc en fait, Docusaurus est capable de tourner dans le navigateur via ces outils. Moi, j'aime bien StackBlitz, mais je crois qu'il tourne que sur Chrome et pas sur Firefox ou peut-être pas sur Safari. Donc essayez plutôt Chrome si vous voulez cette option. C'est un outil qui fait en quelque sorte tourner Node.js directement dans le navigateur, donc c'est assez innovant. Il n'y a pas de machine virtuelle à distance ou de choses comme ça. Ça tourne vraiment localement. Et du coup, en fait, il suffit de cliquer là sur moi, je prends la version TypeScript pour lancer notre template TypeScript. Et on voit qu'en fait, le projet il va démarrer justement dans StackBlitz. Et c'est un peu comme si c'était une sorte d'émulateur Node.js. C'est capable de faire tourner Docusaurus, mais pas que. Ça fait tourner Next.js, Astro et tous ces trucs-là aussi. Donc là, le projet il a été chargé, les dépendances ont été installées dans le navigateur, et puis on a le template de base Docusaurus. Alors là, ce que je conseille, c'est peut-être on va regarder en version desktop, parce que quand on est sur mobile, on voit un peu moins bien. L'UX, elle est un peu différente, il faut aller dans le menu hamburger. Moi, je préfère passer le breakpoint comme ça pour avoir la version desktop. Donc par défaut, en fait, le site créé, il y a un petit tutoriel qui explique comment s'en servir. Il y a un blog aussi pour montrer qu'on peut créer un blog. Et ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est une landing page. Donc il faut savoir que la landing page, on peut l'implémenter soit en fichier Markdown, soit en fichier React. Par défaut, alors on a du code React qui est ici. Si j'ai envie d'enlever, je sais pas, le header, je peux l'enlever assez facilement. Enfin voilà, c'est du code React. Du coup, le header disparaît. Si je le remets, il y a un support de hot reload et tout ça. Ah merde, j'ai cliqué, j'ai fait save, donc du coup, il a forqué la sandbox. Trop l'habitude de faire save. Bon bref, ça va se relancer. Allez, je remets le header pour que ce soit pas trop moche. Donc voilà, ça c'est la landing page, on peut la créer en React. Donc il y a toute la puissance de React qu'on peut utiliser sur la landing page, il n'y a pas de limite. Si on veut faire un layout différent pour la landing page, on peut aussi... Alors il faut que je mette un fragment. On peut aussi implémenter son propre layout. Donc là, par exemple, on voit que il n'y a plus le layout autour. Bon, je vais le remettre. Voilà, le layout avec la navbar et tout ça est revenu. Il y a un fichier de configuration qui permet de customiser un peu ce qu'on voit dans la navbar, dans le footer et tout ça. Donc par exemple, là j'ai un footer. Je peux très bien dire, moi je veux un footer, je sais pas, vide. Alors, un tableau vide. Voilà, et là du coup, il n'y a plus que le copyright en bas. Je peux aussi le virer, je peux mettre ce que je veux dedans. Bon, après voilà, ça c'est les options pour customiser un peu le layout. Je peux aussi virer complètement le footer. Voilà, il n'y a plus de footer. Pareil, la navbar, je peux très bien dire, je veux que le label pour le blog, ça s'appelle mon blog plutôt que juste blog. Voilà, je peux mettre à jour le fichier de config, fermer à jour automatiquement en reload le site. Là, tu as le footer de base et si tu veux, si tu enlèves tout ça, tu peux quand même te créer ton footer à la mano, j'ai envie de dire. Tu peux créer ton propre layout, tu peux créer ton propre footer, mais par défaut, en tout cas, notre thème, là tu vois, il y a écrit thème config, c'est la config du thème, donc en fait, le thème il fournit un layout avec une navigation en haut, un footer, la gestion du syntax highlighting sur les codes blocs Markdown et tout ça, qui est fait avec Prism. Mais en vrai, toutes ces options-là, toi, tu peux créer ton propre thème si tu as envie, qui a des options différentes d'une autre, ou alors tu peux customiser le thème existant en overridant les défauts qu'on fournit. Donc si tu as envie que en fait si par exemple le thème te convient mais que tu as envie que le layout soit un peu différent, que
le footer, les éléments soient pas en colonne, mais soient sous une autre forme, tu peux. Ok. Mais par défaut, on fournit quelque chose et la plupart des gens, ils vont garder ce qu'on fournit par défaut. Et donc, on a un preset qu'on appelle le preset classique, sur lequel on enregistre le plugin Docs, le plugin Blog et un thème sur lequel on peut en plus rajouter du CSS custom. Donc, par exemple, si je veux customiser un peu les variables, je sais pas, la couleur. Là, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Si, voilà, c'est à customiser. Donc, par exemple, il y a des variables d'environnement qu'on peut customiser en CSS et la couleur change automatiquement. Alors après, voilà, il y a la couleur primaire, elle est utilisée à certains endroits. Bon, voilà, là, je ne vais pas créer toute la palette, mais en tout cas, on peut très bien, je sais pas, mettre du rose sur le dark mode et puis du vert sur le light mode. Donc là, on voit déjà que ça respecte les couleurs que j'ai changées. Bon, après, il faut forcément choisir. Il y a un peu de boulot pour trouver les bonnes palettes de couleurs qui respectent l'accessibilité et tous ces trucs-là. Mais en tout cas, on fournit les moyens faciles pour overrider toutes ces choses-là et pour customiser le site à son branding. Et l'idée, c'est vraiment ça, de toute manière, c'est que de la config, j'ai envie de dire, pour customiser à ton image. Et puis après, tu fais voilà. tes branding. Après, si on regarde le showcase, alors je sais pas, je vais aller sur Figma, plugin, API. Juste rapidement, je salue Xavier qui nous a rejoint. Salut Xavier NoCode qui est présent dans le chat. Pour te présenter le petit contexte, du coup, là aujourd'hui on accueille Sébastien qui nous présente entre autres la solution Docusaurus, voilà, qui est une solution qui permet de notamment gérer de la documentation, mais pas que, hein, tu peux faire du site headless avec cette solution là. Donc là on est un peu au moment demo time, voilà. Voilà. Donc du coup, justement, tiens, on parlait de sites où on sait pas trop si c'est Docusaurus. Par exemple, là, celui-là, il est customisé beaucoup, c'est Figma. Ils utilisent deux docs, alors leur doc plugin API et Docusaurus. Et on voit en fait, c'est qu'en fait, ils ont tellement customisé le truc que ça, moi, ça ressemble pas à la sidebar de base de Docusaurus. C'est vraiment eux qui ont fait du code et du CSS custom pour avoir un truc qui ressemble à ça. Bon, c'est Figma, après on leur en veut pas, on comprend que forcément voilà. Il a un petit côté. Donc pourquoi ils choisissent ce type d'outil? Parce qu'en fait, ils ont pas envie de faire un développement custom pour leur doc, mais ils ont envie d'avoir un outil qui soit suffisamment flexible pour s'adapter à leur branding. Et c'est là où je pense que Docusaurus a un avantage sur les concurrents, c'est qu'on peut vraiment customiser les choses. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ils ont un footer qui a rien à voir avec le truc qu'on fournit de base. Parce qu'en en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça s'intègre avec leur portail de développement qui n'est pas en Docusaurus et qui sûrement, voilà, il y a un footer avec les icônes. Ils ont envie que ce soit consistant, que ça soit une expérience consistante sur tout leur portail. Donc, ils ont envie que ce soit bien. Après, je vais pas montrer toute leur doc, mais en tout cas, il y a certaines parties qui sont en Docusaurus, d'autres non. Et la transition d'une partie à une autre se fait bien, puisqu'en fait, on voit pas qu'en fait, on change de site. Mais en vrai, on est sur des outils différents qui arrivent à collaborer entre eux et qui gardent une identité visuelle identique. Okay. Et après, si par exemple, on a une nécessité d'avoir un côté contribution, ça se plug relativement bien à enfin, je sais pas moi, est-ce qu'on est obligé de contribuer en Markdown ou est-ce qu'on a d'autres façons d'alimenter? Alors pour l'instant, c'est quand même essentiellement un outil pour des développeurs. Donc c'est vrai que on n'a pas d'intégration first class avec les CMS. Donc on va dire qu'il y a des outils comme comment ça s'appelle déjà? L'outil de Netlify. Tina, ouais, ce que j'allais dire. Il y a Tina CMS, voilà, qui était, je crois, le truc qui remplace Furious Try. Il y a le truc de Netlify qui a été renommé en je sais plus trop quoi, la Netlify CMS. Netlify CMS qui s'est fait renommer effectivement, mais qui a Benoît, trop de mémoire là. Mais Tina, par exemple, typiquement, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est. Voilà, c'est ça. Enfin, ça permet en fait d'avoir une interface et d'aller éditer du JSON, mais en ayant une interface beaucoup plus visuelle, on va dire. Ouais.
Alors, il y a aussi un autre truc que moi j'aime bien, mais je pense que en fait, moi, j'ai pas trop l'occasion de tester ces outils, mais en tout cas, c'est des trucs que je recommanderais. Mhm. Sachant que pour l'instant, Docusaurus, c'est surtout, voilà, il faut committer sur Git plutôt Ouais. pour en bénéficier. On n'a pas vraiment, on peut l'intégrer avec des CMS, mais l'intégration, c'est un peu du genre, bah, on va télécharger des fichiers Markdown depuis le CMS, ensuite ils sont Mhm. en local et Docusaurus, il comprend une fois que les fichiers sont en local, c'est bon. Donc Mais par contre, il c'est n'y a pas Git-based du coup. de quoi? Le projet, enfin l'outil est Git-based en fait, c'est ça? Ouais, vu que Ouais, il part quand Markdown, même pas mal du principe ouais. qu'on utilise Git. Mhm. Il a aussi un truc pour déployer sur GitHub Pages et tout ça. Mhm. Mais si vraiment tu es motivé et que tu es prêt à faire un peu de script et tout ça, tu peux très bien faire un script qui va télécharger les fichiers Markdown sur ton file system local et puis Mhm. lancer Docusaurus ensuite sur Mmh. les fichiers Markdown, quoi. Et D'accord. ouais. Mais il n'y a pas d'intégration in-memory dans le sens où on va faire une API, on va appeler une API, récupérer le Markdown sous forme de string JSON ou Ouais. je sais pas quoi, et puis builder directement le site à partir du CMS. Ça, c'est plus les outils comme Gatsby qui faisaient ça. Mhm. Est-ce Et qu'il y a le bah, c'est besoin? Est-ce que tu ressens le bebesoin? Est-ce que c'est quelque chose ah, que vous oui, oui, il y a envisageriez? un besoin, mais moi, j'ai pas la bande passante pour faire des plugins pour chacun des CMS. Et ensuite, il y a des raisons de performance. C'est pas évident de faire des plugins qui soient performants, qui vont faire de la synchronisation delta à partir du CMS pour pas à chaque fois retélécharger tout le CMS à chaque build. Ouais. Donc il y a toutes ces problématiques-là qui font que en fait, c'est vrai que bah il y a un besoin, mais pour ça il faut qu'il y ait plus de monde sur le projet et plus de budget et plus de communauté autour, quoi. Ouais. Ça peut OK. pas être juste moi qui le fais. Ouais. Donc si la communauté le fait, moi je suis là pour supporter, mais c'est vrai que je Mmh pourrais mh. pas le faire à leur place, quoi. Mhm. OK. Ok. Et l'intégration du coup avec, Tina CMS, tu as connaissance de personnes qui l'ont fait? J'ai vu des gens le faire. D'ailleurs, le Tina CMS fournit un starter de Cusaurus, il me semble. OK. Donc il y a un starter officiel qui propose. Heu, je l'ai pas trop testé à vrai dire, mais je pense que, bah, ça fait l'affaire, hein. Je pense que c'est eux qui connaissent le mieux leurs produits, Mmh. que tous les autres. Donc s'ils fournissent quelque chose d'officiel pour Docusaurus, c'est que, normalement ça devrait fonctionner, quoi. Mmh mh. Donc ça, c'est dans les CMS qui sont Git-based, c'est-à-dire qu'en fait, on édite sur le CMS et ça fait un commit sur Git. Mhm. Et du coup, après, il y a toute la CI qui permet de rebuilder Docusaurus lorsqu'il y a des nouveaux fichiers Markdown et tout ça qui s'activent. Généralement, on utilise GitHub Actions ou des choses comme ça hein, pour builder Docusaurus Ouais. sous forme de site statique. Mmh. Moi, il y a un autre outil que je trouve qui vaut le coup d'être connu, c'est StackBlitz Web Publisher. Que j'ai pas trop non plus utilisé, mais en gros, c'est là, comme je vous ai montré, StackBlitz, c'est un truc qui permet de faire tourner Node.js dans le navigateur. Ouais. Le problème des CMS, c'est qu'en fait, on utilise MDX et MDX, c'est un truc qui permet de faire de la doc interactive. Mmh. Donc en fait, tu peux mettre un composant React au milieu de ta doc Ouais. et du coup, ton composant React rend ta doc interactive. Donc, alors, je sais plus, je pense que je vais peut-être aller sur le tutoriel pour montrer ça. Je pense qu'on a une démo. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est bizarre ça. Il y a une erreur un peu chelou qui se... Bon, forcément. L'effet démo. Ouais, je sais pas ce qui se passe. L'effet démo, c'est ça. Mmh. J'ai relancé le truc. Je pense qu'il aime pas parce qu'en fait, je suis pas... J'ai pris une session invitée, je suis pas logué, et du coup, il y a peut-être des trucs... Mmh. Bon, des fois, ça arrive qu'il y ait des petits bugs hein, sur StackBlitz. Hein. C'est déjà une prouesse technologique de faire C'est tourner incroyable, Node c'est dans le navigateur. Ouais. incroyable, hein. Ça fait C'est quoi? beaucoup plus stable. Ça fait 5 ans, hein, que ça existe, un truc comme ça? 5-6 ans? Ouais, mais ça fait peut-être 2-3 ans qu'ils arrivent vraiment à faire tourner Node dans le De le faire, navigateur. Avant, c'était super bien, ouais. pas, Ouais. c'était des VM avant. Euh, donc là, sur le tutoriel, on a un exemple d'intégration de composants React dans la doc. Donc en fait, on crée un composant React dans la doc et puis ensuite on peut l'utiliser directement dans le Markdown comme ça. Un peu Ouais. comme on utiliserait du code HTML dans la doc. Et puis en fait, là par exemple, on voit c'est que le composant React, il a un listener on click qui fait un alert. Et bah du coup, maintenant,
le truc que j'ai créé, je peux cliquer dessus et puis ça fait bien un alerte. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut créer des composants interactifs qu'on met directement dans la doc. Et il y en a qui l'utilisent pour faire des docs vraiment interactives, un peu à la Stripe, où tu as un client API qui est intégré. Alors, je sais pas, par exemple, je peux mettre courrier. La doc de courrier, c'est un bon exemple aussi. Ça, c'est un site Docusaurus, encore une fois, où en fait, on sait pas trop si c'est Docusaurus, tellement le truc, ils l'ont customisé. On voit qu'il y a des petits menus qui ont des layouts différents. Alors, je sais plus, il y a un client API où en fait, on peut choisir des tabs comme ça. Alors, je sais plus exactement, mais je crois qu'il y en a un où on peut cliquer sur. Où on peut envoyer la requête directement depuis le site. Un peu comme on peut le faire avec Stripe ou d'autres docs. D'émuler du reste, enfin d'envoyer de la data et d'avoir un return, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. D'ailleurs, il y a des projets, par exemple, intégration entre Redoc et Docusaurus, pour ceux qui font du... comment ça s'appelle là? Open API. Alors, pourquoi je trouve pas Redocusaurus? C'est bizarre que je tombe pas dessus. Ça rank bien d'habitude? Je suis en train de faire une recherche Google d'un truc qui existe et je le trouve pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il me retourne que des résultats français, donc je sais pas si c'est ma session ou quoi. Bon, après, Google, pas trop fiable, là, il y a des fois, ça marche pas. Donc, normalement. Quand même. Critique pas Google. Bon, ouais, je sais pas pourquoi. Hein. Mais bon, en tout cas, le plugin existe là. Il y a un plugin Redocusaurus, enfin Redoc pour Docusaurus en gros. Et en fait, vous avez un fichier OpenAPI par exemple, et puis derrière, il est capable de générer une doc, Swagger, machin, avec le client comme ça. Et ça s'intègre directement dans le layout Docusaurus. Donc en fait, vous pouvez mettre ce client API à côté de votre doc existante, et puis vous fournissez juste un fichier YAML avec la description de votre API. Je crois que c'est en YAML ou quelque chose comme ça. Et puis derrière, ça va générer cette UI qui est une UI de Redoc en fait. Redocly ou je sais plus trop. Donc voilà, il y a plein de plugins third party comme ça que la communauté a développé au-dessus des API Docusaurus qui permet d'intégrer, je sais pas, un moteur de recherche ou un client à GraphQL ou des choses comme ça dans Docusaurus directement, à côté de votre doc, à côté de votre blog et tout ça. Est-ce qu'il existe justement en parlant de communauté, peut-être des endroits style des Slack, des Discord ou des forums ou des choses comme ça, si par exemple, je sais pas moi, t'as un problème ou autre, des fois pour échanger avec d'autres personnes qui font du Docusaurus? Il y a un Discord Docusaurus qui est assez actif où il y a des bénévoles qui répondent aux questions et qui essayent d'aider la communauté. Ok. Donc ça, vous trouvez le lien dans le footer du site Docusaurus. Ok, je vais le mettre. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps, j'essaie de répondre aux questions, mais j'ai du mal à... je parlais de StackBits Web Publisher, qui est une alternative à Tina CMS. Alors, Web Publisher, comment je le... comment on trouve le lien? Je sais pas. Bon, en gros, c'est une version de StackBits qui est faite pour l'édition de fichiers Markdown. Et là où je voulais en venir par rapport au MDX, c'est qu'en fait, là, on voit que Docusaurus tourne dans StackBits. L'avantage, c'est qu'en fait, on peut avoir une vraie preview. Donc, quand on est en train d'éditer du fichier Markdown, comme c'est le cas, par exemple, là, par exemple, c'est ce fichier-là, ce fichier Markdown Features. Donc là, par exemple, je mets Toto, je mets un heading Toto. Je sais pas trop quoi mettre, hein, mais normalement, il devrait... Bah tiens, c'est bizarre, ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça marche pas. C'est sur le bon fichier. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, je suis sur le bon fichier, j'ai l'impression que le truc il a encore bugué. Bon, normalement ça marche plutôt bien, hein. Mais bon, c'est sûr qu'en local ça marche mieux, mais du coup je voulais aussi permettre de montrer que c'était facile de tester l'outil facilement. Donc là, si je retourne sur le tutoriel Markdown Features, voilà, donc là il y a Toto. Ok. Normalement c'est censé, voilà, le hot reload il marche bien.
Ça a bien updaté le truc. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a une vraie preview Mmh. du MDX en fait, qui peut être interactive. Donc par exemple, là, si je fais un button on click égale euh, alerte, À Malibu. voilà, j'ai hésité, mais bon, allez. Là, on est amateur d'humour ici. Non, mais j'ai eu la même idée, tu vois. Que les vieux qui peuvent comprendre cette ref. Bref. Ouais. Donc là, j'ai foutu mon bouton ici. Donc ça, normalement, quand tu es sur une preview GitHub ou un truc comme ça va pas marcher. Ou quand tu es Ouais. sur une preview Tina CMS, parce que bah voilà, les outils ils comprennent pas forcément MDX. Ils comprennent Ouais. Markdown, mais souvent MDX, déjà tu peux importer du code, tu peux importer des composants React et Mmh. les utiliser dans ton fichier Markdown pour le rendre interactif. Donc c'est un peu un challenge technique pour ces outils-là, ces CMS, de supporter MDX et de supporter le côté interactif et d'avoir des Mmh. previews qui sont réalistes avec la bonne police, avec le bon CSS et tout ce truc-là. Donc souvent la preview, elle est un peu, c'est un peu une version dégradée Mmh. de la version officielle, de la même manière que quand je regarde ce même fichier sur GitHub, et bah GitHub en fait il va pas comprendre que ce truc-là, ça doit être transformé en un vrai bouton. Il va peut-être, je pense qu'il va tout simplement l'ignorer sur la preview GitHub. Donc l'avantage de StackBlitz, c'est déjà on a une vraie preview. Maintenant, StackBlitz, on peut committer aussi avec sur son repo. Donc, si on a des utilisateurs qui sont un peu techniques et qui savent faire une pull request, ils peuvent utiliser StackBlitz pour ouvrir une pull request de documentation. Donc, c'est une expérience qui peut être pratique pour contribuer des modifications sur une doc technique. Et si on est moins technique, il y a aussi un truc qui s'appelle StackBlitz Web Publisher, qui est une version, on va dire, un peu hyper simplifiée de cette interface-là, où en fait, on va juste avoir le fichier Markdown qu'on édite, la preview et un gros bouton save, et ça va directement committer sur Git sans qu'il y ait un workflow hyper compliqué pour développeurs. Donc en fait, si on a des consultants techniques dans sa boîte qui ont besoin d'éditer de la documentation, qui savent écrire du Markdown, mais qui savent pas forcément gérer un projet open source, PRGD, des pull requests et faire tous ces trucs-là, ils peuvent quand même contribuer avec ce workflow-là qui est plus simplifié, et pour autant avoir une vraie preview du truc. Donc ça veut dire que s'ils mettent du MDX qui est pas qui va pas compiler, ils vont avoir une erreur dans la preview et ils savent qu'il y a un problème, quoi. Parce que OK. sinon, ils risquent de committer un truc. Et comme le MDX est transformé en React, ça se trouve, le truc derrière va pas compiler. Donc, la Mmh. deploy preview, enfin, la pull request va avoir des checks qui vont être en failure. Et puis, on pourra pas l'émerger. Il faudra faire une review et tout ça, quoi. Donc, ce genre d'outil, ça peut aussi simplifier la tâche pour des gens qui sont un peu moins techniques. OK. Sur la partie déploiement hébergement, tu as des préconisations particulières ou après c'est du classique Vercel et Bon, non, c'est compagnie classique. Vercel, Vercel, Netlify, Netlify. ouais, Vercel, Netlify, GitHub Pages, j'aime pas trop parce que il n'y a pas de feature côté serveur. On est vachement limité. Par exemple, pour mettre un redirect côté serveur, on peut pas. Pour Mmh. mettre un middleware, on peut pas. Pour mettre des headers de caching, on peut pas. Donc voilà, c'est un peu limité, je trouve. On va dire qu'il y a plein de projets qui font ce choix-là, mais moi personnellement, je suis pas fan parce que ça limite un peu. Et Mmh. puis en vrai, voilà, aujourd'hui, tous ceux qui ont déjà testé Vercel ou Netlify, ils savent que ça marche très bien. Hmm. Mmh. Ceux qui utilisent GitHub Pages, c'est un peu les réfractaires qui se disent ah, j'ai pas envie de créer un compte sur un truc que je connais pas, ça a l'air compliqué et tout. Ouais, Alors qu'en vrai, il y a trois champs il y a trois champs à à remplir. remplir, ouais. Tu fais Hmm. un glisser-déposer de ton dossier build limite, et puis le truc il est déployé. Donc je pense que c'est plus les gens qui se mettent une barrière technique en partant du principe que ces outils-là sont compliqués, alors qu'en fait, c'est Une fois qu'on vraiment. l'a adopté, on ne peut plus s'en passer. Voilà, c'est ça. OK, super, merci Sébastien, pour cette démo. Voilà, je pense Bah, que pas de souci. le démarrage, en tout cas, c'est assez simple à prendre en main, assez simple à customiser. On peut vraiment aller vite avec un outil comme ça pour créer de la documentation. En une Ouais, demi-journée, j'ai envie de bah, dire, ouais. c'est plus que de la rédaction après, on a Bah, set en notre fait, truc. ouais, l'idée, c'est vraiment, si tu as déjà de la documentation Markdown sur ton repo GitHub, Ouais, tu devrais être capable de déployer en plus, ouais. ton site en une demi-heure sur GitHub Pages ou n'importe quel hébergeur. Et tu as juste peut-être 2-3 formateurs à adopter, à rajouter en haut de tes fichiers pour customiser un peu l'ordre des sidebars, des trucs comme ça. Mmh. Tu as un peu de config comme l'URL finale de ton site.
Ouais. Des choses comme ça, ce que tu veux mettre dans le footer, ce que tu veux mettre dans la navbar. Mais en vrai, si tu es habitué à l'écosystème Node, tu devrais être capable de déployer ta doc en En quelques 2-2, ouais. minutes, quoi. C'est ça. Après, le plus compliqué reste à faire la documentation et à bien la maintenir, C'est ça. derrière, mais c'est pas le même travail et c'est pas ce que Tu as déjà c'est beaucoup de ce travail, que donc c'est pour ça que avoir un outil tu qui permet simplifies. de simplifier, Ouais. la partie technique fait que ça fait gagner du temps, quoi. Ouais, carrément. Et bah, top, bah, félicitations en tout cas pour cet outil, bien abouti et très utilisé aujourd'hui, qui est une des références, si ce n'est the référence pour créer les outils de la documentation aujourd'hui. J'aimerais bien avoir ton retour sur, qu'est-ce que tu considères, comme le plus difficile quand tu gères un projet comme ça? Parce que c'est de l'open source, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, donc beaucoup de retours, beaucoup d'issues, beaucoup de pull requests. Beaucoup de demandes à satisfaire, beaucoup d'idées aussi que toi que tu as envie d'implémenter et que tu peux pas implémenter parce que tu dois pas faire de breaking change, comment ça se mélange tout ça dans ta tête et c'est quoi ton expérience? Bah, déjà, c'est un peu compliqué parce que, bah, déjà, on est une petite équipe. Ouais, Heu, il y a quelques contributeurs externes, mais bon, c'est vrai que moi, je suis le contributeur principal et en plus, ouais, j'ai ma newsletter à côté, donc je suis pas à plein temps sur Docusaurus. Donc la problématique que moi j'ai, c'est, déjà, je suis sur 2 projets, très challengeants sur lesquels, en fait, je pourrais très bien être à plein temps sur chacun d'eux. ouais, En vrai, sur Docusaurus, même, je pourrais même, si je pouvais faire 2 semaines, chaque semaine, enfin, faire 10 jours de travail chaque semaine dessus, je pense que j'arriverai toujours à trouver des tâches à faire. Ouais. Donc, il y a du boulot sur, des 2 côtés et bah, moi, je dois arbitrer. Déjà, je dois cloisonner un peu les 2 parce ouais, qu'en fait, l'open source, ça s'arrête jamais. Tu pars en week-end ou en vacances, tu reviens, il y a 15 000 trucs à gérer mmh, et si tu cloisonnes pas, en fait, tu te fais bouffer parce que, bah, tu es toujours en train de regarder les notifications, dès que tu fais, je sais pas quoi, tu es sur la plage et tu essaies de répondre, à des bug reports ou des trucs comme ça, si tu commences à rentrer dans cet engrenage-là, tu passes ton temps à faire ça, quoi Ouais. ouais, et tu plus mmh, de vie à côté. Donc mmh, c'est vraiment important pour moi de cloisonner un peu tout cet aspect-là. Donc aujourd'hui, je consacre vraiment, à peu près la moitié de mon temps à la newsletter, à peu près l'autre ouais, moitié à Docusaurus et mmh, en gros, le début de la semaine, c'est pour la newsletter, la fin de la semaine, c'est pour Docusaurus et une fois que je passe de l'un à l'autre, globalement, je regarde plus du tout l'autre. Ouais. mmh, J'essaie de donner 100 de mon focus à mmh, à un mmh, projet, ensuite après l'autre et quand c'est pas le temps pour ce projet-là, j'ignore totalement l'autre parce que sinon, tu te retrouves à faire du multitâche, heu, enfin tu essaies de répondre un peu à tout en temps réel, c'est pas possible. Mmh. ouais, Là, c'est donc c'est vraiment l'organisation, quoi. J'imagine, c'est sur ça que tu as vraiment progressé Ouais. personnellement, de bien t'organiser, de bien gérer ton temps et de pas te faire bouffer par, le day to day et par, toutes les Ouais, demandes c'est qui peuvent ça. popper à gauche, à droite, par rapport à tout le travail que tu as à faire, quoi. Oui. là, c'est quoi de façon très grossière et très rapide, la roadmap ou du moins les objectifs, on va dire, principaux de l'un et de l'autre de tes projets. Donc, d'un côté la newsletter et de l'autre côté Docusaurus dans lequel tu es contributeur, enfin, dans la core team, quoi. Hein, quels sont dans les deux projets, je dirais, les targets court, moyen terme, enfin, les choses quand même sur lesquelles tu bosses. Bah, sur la newsletter, il y a plein de trucs en fait et j'ai du mal à prioriser, ce sur quoi je veux travailler. Ouais, Il y a du travail un peu sur le branding pour avoir un look un peu plus professionnel, avoir des meilleurs templates d'email. Il y a la migration vers un nouveau logiciel de mailing parce que j'aime pas du tout celui que j'ai actuellement. ouais, Il y a, aussi, des projets de partenariat avec, des conférences, la création d'un agenda. J'ai aussi, l'aspect, monétisation qu'il faut que je développe. ouais, Aujourd'hui, quand j'acquiers un abonné, ça me prend beaucoup de temps avant de le rentabiliser, ouais, sachant que le acquérir un abonné, ça a un coût. Ouais. En tout cas, je fais de l'acquisition payante, donc je considère que ça a un coût et aujourd'hui, moi, j'ai besoin, on va dire, de monétiser les abonnés plus tôt. Comme ça, si jamais ils se désinscrivent au bout d'un an et bah, Mmh. j'ai quand même fait une petite ouais, plus-value ouais, t'as pas, qui ouais. fait Mmh. que ça a valu le coup. Ouais. OK. Donc ça, c'est un aspect. Après, j'ai plusieurs pistes pour réussir cette monétisation. Sachant que les sponsors, ça fait tourner le truc, mais ça va pas, enfin, c'est pas ça qui va faire le business du siècle. Ouais.
Ou alors il faut vraiment que j'ai une taille beaucoup plus grosse. Les autres Ouais. newsletters, les concurrents, soit ils font des newsletters journalières, soit ils ont des audiences beaucoup plus grosses, Hmm. soit ils font les deux à la fois. Donc du coup, en fait, tu multiplies, t'as un effet cumulé, en fait, puisque en gros, plus tu as d'impressions de publicité pour des sponsors, plus tu gagnes de l'argent. Donc plus tu as d'abonnés et plus tu publies de newsletters, donc Ouais. journalières plutôt, plus tu vas gagner d'argent. Ouais. Donc en fait, moi-même, je suis incité en quelque sorte par le business à éventuellement essayer de trouver un moyen de dire, bah voilà, les newsletters, je vais essayer d'envoyer 2 mails par semaine au lieu d'un. Ouais. Parce que ça double tout de suite le revenu par rapport à l'audience que j'ai actuellement. Ce qui est, entre guillemets, j'allais presque dire jusqu'à malsain, parce qu'en fait, c'est là justement que tu te rends prisonnier de ton truc et que du coup, tu es obligé en fait de faire plus de quanti, quitte à des fois sacrifier un peu la quali. Bon, c'est peut-être pas ton objectif, hein, mais je veux dire, ça c'est un phénomène, j'ai l'impression qu'on retrouve souvent dans la création de contenu. C'est que, étant donné qu'à un moment, tu es drivé par la rentabilité parce que tu es obligé, parce que ça te prend tellement de temps que voilà. Sans parler d'aspect pécunier, mais purement ça te coûte du pognon, quoi. Point. Moi, je sais que j'ai fait, avant d'intégrer PicBeam, j'ai fait une chaîne perso où j'ai investi beaucoup d'argent dans du matos, des trucs comme ça, parce que ça me faisait plaisir. Je parlais de web créatif. Bon, c'est sûr que j'adore et que j'avais plein de gens qui venaient et ça a eu un beau succès proportionnellement à ce que c'était comme petit projet dans mon coin. Mais en fait, même si t'as beau vouloir, enfin, tu peux mettre toute ton énergie. Au bout d'un moment, c'est quand même très très difficile et en plus les gens font ça sur leur temps entre guillemets perso loisir, donc ils ont l'impression que toi aussi t'es un peu en mode kiff, quoi, tu vois. Donc Ouais. ouais, c'est un phénomène, j'ai l'impression, qui arrive assez souvent dans la création de contenu et particulièrement les newsletters, j'imagine que ça va être très compliqué d'arriver à faire comprendre ça et à voilà, le côté sponsor, etc., quoi. Bah, après, oui, effectivement, mais bon, je pense qu'on n'est pas obligé de faire plus de contenu en dégradant la qualité. Et moi, Hmm. justement, c'est un peu mon objectif, c'est de voir déjà. Je l'ai déjà fait en fait d'envoyer un blog ou deux comme ça de manière indépendante de la newsletter. Et pourtant, ça a été plutôt bien reçu. Ouais. Des éditions un peu exceptionnelles. Et je pourrais très bien dire, bah voilà, une fois par mois, il y a une autre édition sponsorisée par un sponsor, mais qui reste du contenu pertinent. Donc au final, D'accord. si les gens sont friands de la newsletter déjà de base, si j'envoie un article de blog, moi mon but en fait, c'est pas de dégrader la qualité, mais d'envoyer des emails. J'aimerais bien en envoyer déjà de base plus parce que j'aimerais bien, on va dire, financer la création de bons contenus. Mhm. Ouais. Et du coup, en fait, bah, c'est pas forcément dans une optique de gagner plus d'argent immédiatement, c'est plutôt dans une optique de bah, il y a plein de gens qui ont envie de créer des articles de blog intéressants, mais ils le font pas Ouais. parce qu'ils savent que ça va leur Ils ont pas coûter le temps. 2 jours de Hmm. travail, de recherche, de machin. Ils ont des familles à côté à nourrir. Et en fait, bah, quand tu es en freelance et que tu prends 2 jours pour écrire un article de blog, et bah, derrière, tu as quoi, 1000 ou 1500 euros de chiffre d'affaires en moins à la fin du mois. Ouais. Et tu peux pas Et du coup, rattraper, ouais. bah, Hmm. voilà, chaque blog post que tu écris, au final, ça te coûte beaucoup d'argent. Et je pense qu'il y a plein de développeurs qui en sont conscients aujourd'hui. Donc les bons articles se font plutôt rares parce qu'en fait, c'est coûteux à écrire. Ouais. Ok. Écoute, je te propose qu'on clôture avec une dernière rubrique inédite, pushée par notre ami Benoît. Il va t'expliquer ça, tu risques d'être pionnier sur une nouvelle rubrique de la chaîne PicBeam, ce qui n'est pas rien. Donc vas-y Benoît, je te laisse pitcher la nouvelle rubrique. Allez, la nouvelle rubrique, il fallait lui trouver un petit nom. Donc on lui a trouvé un petit nom. Ça sera la rubrique Beam Fight. Donc on va mettre en opposition deux technos, deux outils, peu importe. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir ton avis entre les deux, ce que tu préfères, toi, et ton avis d'expert sur le sujet. Je partage ton écran Benoît du coup. Hein. Allez, je partage. On va commencer facile. Alors, il va falloir que tu enlèves. Ah oui, mince. Oh là là, Anto, on tu a oui, bâti. je Oh, vois qu'un seul, là. l'anticipation difficile. Mais oui, Ah, et du coup, il y en aura toujours un de caché. C'est Ouais. magnifique. J'en vois qu'un seul. Attends. Ne bouge pas. Je vais faire. Donc, du coup, on a d'un côté Visual Studio Code et de l'autre côté, tu dois l'imaginer, on a WebStorm. Et bah aucun des deux. Ah, Enfin, si, un peu quand même un des deux. Je suis sur IntelliJ, ouais. qui est en gros l'éditeur, Ouais, parce que historiquement, je suis développeur Java, Scala, et que du coup, je suis resté dessus. IntelliJ. Et Ok. en vrai, bon, il faudrait que j'ai déjà essayé de passer sur VS Code, mais j'ai pas aimé. Ouais.
Après, je lui ai peut-être pas donné pleinement sa chance et je pense que aussi il y a un peu les réflexes du dinosaure qui utilise son outil depuis 10 ans et qui Ouais, a tu du mal à connais déjà. changer. Donc, en vrai, peut-être que VS Code c'est mieux, mais bah voilà, je le sais pas quoi. Ouais, bah, Il je suis un faudrait peu que comme toi. quelqu'un me prenne par la main et me fasse un gros tutoriel pour me montrer Ouais, 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 ouais. comment être productif dessus et J'ai que je connu remonte ça. en compétences pour. J'ai connu ça à Ouais. titre perso, j'étais sur PHP Storm et beaucoup de mal à passer sur VS Code, mais après une fois que tu as fait le switch, franchement, j'en suis pas déçu, perso. D'accord, ok. Pas ne Premier, Bah serait-ce écoute, que on par en la commu. discutera peut-être en off parce que ça m'intéresse Ouais, de. ouais, non, mais ne serait-ce que la commu en fait, c'est ça qui est incroyable avec VS Code, c'est toute la Bah commu ouais, qui est c'est autour, ça. quoi. Moi, c'est ça qui m'embête avec Ouais, l'écosystème JetBrains, c'est que bah du c'est- coup, c'est eux qui développent leur fermé, ouais. truc. et ouais, Quand il y a des bugs, on peut rien faire ouais, ouais, Mm. et c'est vrai que bah voilà, les plugins ils arrivent d'abord sur Visual Studio Code et après sur les autres quoi. clairement. Mm, mm, mm. Allez, slide numéro 2. Slide numéro 2, on sait déjà ta réponse, mais c'est pour savoir ton avis. Svelte ou React? Alors moi, je préfère React. Ah bon? Mais pourquoi? Bah, déjà, en vrai, j'ai jamais testé Svelte. Ouais. J'ai pas vraiment pris le temps, mais bon, c'est vrai que de manière générale, j'aime pas les DSL avec des syntaxes propriétaires. Moi, j'aime quand le langage de templating est écrit directement nativement dans le langage. Et c'est vrai que bah, React, c'est le plus proche en termes de templating de JavaScript. Alors, on peut dire que JSX, c'est pas vraiment du JavaScript, oui, c'est vrai. Mais bon, on peut éventuellement envisager que dans 5 ou 10 ans ou 15 ans, à un moment donné, il y a du JSX dans JavaScript qui soit standardisé. Je sais pas combien de temps ça prendra, mais je pense qu'il y a quand même un intérêt à ce que ce soit le cas un jour. Et puis c'est vrai que bah, moi j'aime pas apprendre à chaque fois, on change de framework et on a besoin de réapprendre comment on fait des boucles for, le support TypeScript. Bon, peut-être que maintenant c'est bien, mais je pense qu'au début de Svelte, c'était pas forcément très bien supporté. Enfin voilà, toutes ces choses-là font que il y a aussi une question de est-ce que on fait tourner le code de manière compilée ou est-ce qu'on fait tourner le code tel qu'il a été écrit. Mm. Donc Svelte, ça va être beaucoup plus compilé que React, même avec React Forget et tous ces trucs-là de mémorisation automatique là, du compiler React qui arrive. Ce sera toujours Svelte qui sera plus compilé que React. Euh, Moi, j'avoue qu'en fait, j'aime même le compiler de React, ça me gêne un peu parce qu'en fait, même si le compiler ne va pas changer la sémantique du programme, dans le sens où en fait, le programme, enfin l'application React devrait fonctionner avec ou sans le compiler. Il y a quand même un truc qui me gêne dans le sens où on laisse un peu entendre que le compiler sera vraiment une pièce vraiment importante. Mm. Euh, bon après, je vais pas trop m'attarder, mais moi, comment je vois les choses, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait un framework dans le futur qui soit créé sur, en utilisant une feature en développement de JavaScript qui s'appelle Records and Tuples, qui est en Ok. gros des data structures immuables qui arriveront peut-être un jour dans JavaScript et qui permettent de faire pour moi, ça ferait ça ferait la mémorisation automatique en quelque sorte, sans qu'il y ait besoin d'un compiler. Et pour moi, c'est ça. Je pense pas que ce serait implémenté dans React, ce serait un trop gros breaking change. Mais si un Ouais. framework, si un jour cette feature elle sort dans JavaScript, telle qu'elle est designée aujourd'hui ou à peu de choses près, bah moi je serais motivé en tout cas pour créer potentiellement un successeur à React qui serait basé sur ces nouvelles data structures. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, React est bien installé dans le paysage des frameworks et tient dans le temps. Et je pense que le successeur n'est pas encore là et ça risque de durer encore pendant longtemps. Et si c'est le cas et si Mm. un jour quelqu'un arrive et détrône React, c'est que vraiment qu'on aura un super truc. Bah Next. après, c'est possible qu'il y ait un successeur qui soit déjà là. Enfin, peut-être que Astro, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'engouement, qu'aujourd'hui les multi-page applications sont en train de revenir un peu. Donc, Mm. c'est pas impossible hein, que Astro réussisse son pari avec les transitions multi-page animées, la possibilité de persister un état malgré le fait qu'on soit en multi-page, Ouais. avec les vieux transitions et leur système de persistance d'état. Mm, mm, mm. Au final, si on arrive à donner la même expérience d'utilisateur avec une multipage qu'avec une app React ou Svelte ou Vue, tout ça,
Je pense que Astro a de beaux jours devant lui, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore un peu limité, mais la plateforme web évolue, donc ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain, quoi. Ouais, en tout cas, c'est une belle croissance et c'est justement la prochaine slide. Astro vs Next. Donc là, tu l'as comparé un petit peu à React. Il est pas mal en comparaison aussi avec Next aujourd'hui. Donc toi, ton avis va plutôt vers Astro aujourd'hui, entre les deux? Bah, c'est pas vraiment que ça va vers Astro, je pense que les deux ont leur place. Il y en a un qui va peut-être s'intégrer mieux avec JavaScript, Ouais, avec React, donc ouais, les serveurs components et tout. Et Astro va résoudre plus ou moins un projet un peu similaire, mais d'une autre manière, je pense. Donc, je sais pas enfin, honnêtement, je sais pas. Je pense que les deux projets sont bien. hmm, Astro est intéressant aussi, mais peut-être un peu moins intégré avec JavaScript et un peu moins, enfin, de la même manière que Svelte, quoi. C'est un peu plus éloigné de JavaScript, mais en même temps, c'est pas comme Svelte non plus, quoi. C'est pas un truc compilé, donc, enfin, si, il y a quand même un peu de processing des fichiers, mais je veux hmm. dire, on reste quand même sur des, enfin, les fichiers. Il y a quand même un truc qui ressemble à du JavaScript dedans, qui est beaucoup plus proche du JavaScript que Svelte. Mais bon, après, j'ai pas d'expérience pratique avec Astro pour parler. Ouais. Euh, donc, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, je me tournerais plutôt vers Next pour l'instant parce que je pense que Astro aura peut-être un peu plus de mal à s'intégrer avec des features React pures et aussi des features à venir qui Hmm. vont donner un avantage de React parce que pour moi, on n'a pas encore vu tous les avantages de React 18, Ouais. le mode concurrente et tout ça. Il y a des choses comme l'API Activity là, qui a été renommée, comment ça s'appelait, Offscreen. Il y a une Mhm. API qui est en cours de développement qui s'appelle Offscreen, qui a été renommée récemment Activity, qui va permettre réellement de profiter un peu plus du mode concurrent de React. Et aujourd'hui, cette API, on l'a pas encore. Donc, tant qu'on n'a pas ce genre d'API, on n'a que vraiment les bases, les briques de base du mode concurrent de React, mais Hmm. on n'en bénéficie pas totalement encore. Ouais. Et puis Next est bien positionné, échange de manière régulière, enfin de manière très proche avec React, donc va pouvoir bénéficier de toutes les nouveautés de React en avance de Voilà, phase, voilà, avec une belle boîte qui est derrière qui s'appelle Vercel. Euh, exactement. Astro, j'ai l'impression qu'il se positionne un peu plus sur la partie, on va dire, tu as envie de faire des sites avec du contenu, et il mise là-dessus. Et j'ai l'impression que le concurrent à Astro, et c'est un peu de ça qui s'inspire, ça va être peut-être finalement WordPress, d'une manière un peu différente, avec Astro qui a sorti AstroDB la semaine dernière, base de données. Il s'inspire en tout cas de comment a été développé WordPress et de tout vouloir gérer via de la data et Mhm. via de la base de données. Bah après, je connais pas trop WordPress, donc je pourrais pas trop Ouais, commenter là-dessus. Mais bon, si tu le dis, bah écoute, je te crois. next. Difficile. Ouais, c'est difficile, mais je dirais Vercel parce que, alors, personnellement, moi j'aime bien Netlify, mais je trouve que le produit il a presque pas évolué ces dernières années. Et Ouais. ces derniers temps, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que Vercel va beaucoup plus vite et que Ouais. Netlify reste un peu sur ses acquis. Et en plus, il y a une tendance euh, sur lesquelles, enfin, ils ont un peu rebrandé le truc en mode, je sais plus, le Content Mensch là, avec l'acquisition de Gatsby et tout ça. Ouais. J'ai l'impression qu'ils s'adressent un peu plus aux entreprises qui ont des problématiques d'intégration et qu'on est un peu moins sur l'écosystème dans lequel moi j'évolue, qui est les startups qui veulent déployer un site, une application, une documentation ou un truc comme ça, et pas forcément agréger des sources qui viennent de 15 endroits différents sous forme Mhm. d'un truc hyper complexe qu'on essaie d'agréger en un seul site. Moi, c'est pas les problématiques sur lesquelles ils ont l'air de s'orienter me parlent pas, donc du coup, je me reconnais plus aujourd'hui dans les clients de Vercel que dans les clients de Netlify, en tout cas en termes de positionnement. Ouais, Après, ouais. la plateforme elle reste bien, hein. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise toujours sur Docusaurus. Facebook a toujours un compte open source chez Netlify. Je sais qu'ils utilisent aussi Vercel sur certains projets. Mm.
Je pense que les deux solutions sont bien en vrai. Netlify, on va dire, qui est arrivé en premier et qui a un peu innové de ce point de vue-là, Ouais, mais aujourd'hui, je pense que Vercel a pris le dessus, quoi. Et puis, ouais. moi, ce qui me plaît sur Vercel, c'est il y a plein de trucs qu'on a comme des analytics, de la bande passante, des trucs comme ça. On a vraiment beaucoup plus de granularité Mm. sur Vercel aujourd'hui que sur Netlify. Et j'ai l'impression qu'avec un plan gratuit, on voit beaucoup plus de choses gratuitement chez Vercel que chez Netlify. Mais après, c'est vrai que j'ai pas étudié le pricing des plans élevés. Mm. Il y a aussi des retours qui disent que Vercel, dès que tu as dépassé le free plan, ça peut chiffrer assez vite aussi. Donc, Ouais. Ils ont beaucoup de ça features me- cachées en fait. Ils ont beaucoup de features ouais. cachées que Cheval tu de peux Troie un peu, ouais. décrocher et que ça peut vite coûter. Mm. Mais ouais, je suis d'accord, je suis assez d'accord avec toi que Vercel prend de l'avance et Netlify s'est bien positionné, a permis de démocratiser en tout cas toutes ces solutions de génération de sites statiques et maintenant se fait dépasser Vercel qui est aussi est pas mal sur toute la partie intelligence artificielle avec tout ce qu'ils proposent Ouais. autour, leur SDK, V0, là, leur outil de génération avec un prompt où tu peux générer du code React directement. Donc Mm. belle boîte et ils ont aussi la chance d'avoir Next qui a un gros avantage puisqu'ils arrivent eux à builder Next du premier Ouais. coup, là où Mm. Netlify a un petit temps de retard quand il y a des nouvelles versions de Next. Suivant, Bun contre Euh, Node.js. Est-ce que tu as regardé un petit peu Bun? Bah écoute, j'aimerais bien le faire tourner sur Docusaurus, mais bon, ils ont encore des bugs, donc ça marche pas. Mais en soi, c'est rapide, hein. Donc j'ai testé. Moi, le premier truc sur lequel je l'adopterais, c'est en fait sur les tests unitaires, je pense, Ouais. parce qu'il n'y a pas de risque sur le runtime et en production. Mm. Et bah aujourd'hui, tu tapes Bun test sur ta code base, tu peux avoir, je sais pas, 70 ou 80% des tests qui passent, quoi. En tout Ouais. cas, sur Docusaurus, c'est le cas. Ouais. Ça va beaucoup plus vite. Donc, bah, le jour où ils font passer les tests unitaires sur Docusaurus, je pense que je lancerai les tests avec Bun. Et le jour où bah, un projet Docusaurus de base ou notre propre site pourra compiler avec Bun avec des gains de perf significatifs, et bah, je le recommanderais. Mais pour l'instant, bah, du coup, même le template de base que quand on initialise le site, il compile pas encore avec Bun. Mm. A priori, c'est pas un bug dans Docusaurus, c'est un bug dans Bun, puisqu'ils veulent être compatibles avec Node.js. Donc il y a une issue de leur côté là-dessus. Ok. Et puis bah, j'attends que ça progresse, quoi. De Ok. toute façon, ils savent qu'il y a encore des problèmes, hein, mais bon, l'outil est prometteur, ça c'est sûr. C'est prometteur, mais on attend que ça se stabilise un petit peu avant de pouvoir Voilà. concurrencer de manière solide Node. Suivant. Redux contre The Stand. Est-ce que tu as regardé un petit peu les deux? Est-ce que tu... Enfin, Redux, j'imagine que tu connais. Oui, The bah, je connais. Stand. En fait, à la base, moi, quand j'ai adopté React, on était tous en train de créer notre state manager. Moi Mm. aussi, j'ai créé une version de Flux qui s'appelait Atom React et qui était un peu basée sur le même principe que Redux, sauf qu'il y avait une API qui était qui n'était pas basée sur le concept de réduceur et qui était beaucoup moins bien. Ouais. Beaucoup moins, on va dire, pur d'un point de vue programmation fonctionnelle. Donc, quand Redux est apparu, en fait, j'ai migré ma startup de notre framework interne vers Redux. Ok. Et attendez, je vais juste fermer la porte parce que je reviens 2 secondes. Donc, j'ai migré notre framework interne de Atom React vers Redux, qui était notre. Parce que l'API était presque similaire, donc c'était assez facile de faire la migration. Conceptuellement, c'était la même chose, mais en moins bien, quoi. Ok. Et j'ai aussi été impliqué dans la création de Redux Saga au début. Ok. Le nom, c'était un peu à cause de moi d'ailleurs, parce qu'en fait, on a essayé de porter les sagas back-end de Domain Driven Design et tous ces trucs-là, d'event sourcing côté front-end. Et du coup, le nom de saga, c'était un concept qui existait déjà côté back-end, donc je suis assez familier avec Redux. En soi, je vois toujours l'intérêt aujourd'hui, mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boilerplate et je pense que les gens, ils n'ont pas compris à quoi ça servait en fait. Donc, par défaut, je dirais, ne l'utilisez pas. Et le jour où vous en aurez besoin, quand vous serez sur une grosse équipe où vous aurez besoin d'applications qui sont pilotées par des événements, Mm. où en fait, il y a besoin de faire collaborer les teams en indépendance avec un système événementiel, dans ce cas-là, utilisez Redux. Mais
Si tu as besoin de shipper une petite app avec un peu de state ou des trucs comme ça, mettre le state dans Redux par défaut, bah, il n'y a pas forcément un gros intérêt, sachant que, Hmm. enfin voilà, c'est à un moment donné, tu vas rajouter de l'indirection qui a un intérêt dans certains contextes, de la même manière que, en fait, tu vois, tu pourrais très bien rajouter dans ton application backend, tu pourrais très bien rajouter, je sais pas, un bus ou un truc genre Kafka ou je sais pas quoi, Hmm. au-dessus enfin, tu vois, comme source de vérité en amont de ta base de données. Quand tu es une grosse entreprise comme, je sais pas, Netflix ou Doctissimo ou Doctolib ou des trucs Ouais. comme ça a peut-être du sens pour faire un vrai pipeline d'ingestion de données avec potentiellement plusieurs apps qui vont maintenir leur propre base de données en fonction de cette source de données d'événements. Mhm. Ça a du sens dans ce cas de figure-là, mais par contre, si tu as une app simple avec, en fait, tu veux juste updater tel state, ça sert à rien de rajouter de l'indirection. Mhm. Donc, dans ce cas-là, Justin sera beaucoup plus simple que Redux. Euh, Et beaucoup plus light pour le coup. Et on n'a pas besoin de sortir la machine de guerre pour faire des bah, choses simples. en soi, Redux, c'est très léger, hein. Ce qui est un peu plus coûteux, c'est la connexion, Ouais. enfin, React Redux, qui va permettre de connecter avec React. Il y a un peu plus de technique là-dessus, mais bon, globalement, le nombre de lignes de code de Redux n'est pas très très élevé non plus, quoi. Après, c'est sûr Ok. que Justin, c'est vraiment très simple. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pour le coup, c'est assez rapide. La courbe d'apprentissage est simple et ça se met rapidement en place. Ok. Donc plutôt The Stand. Et s'il y a besoin, on va dire de manière organisationnelle, dans une grosse équipe et dans une grosse app, se tourner vers Redux. Ok. Suivant. Bah écoute, je connais pas très bien les deux. Ok. En fait, les gens, ils pensent que je connais tous les outils que je mets dans la newsletter, mais en vrai, j'ai pas d'expérience pratique dessus parce que sur Docusaurus, en fait, j'ai pas besoin de ça. Bien sûr. Donc, bah voilà, Pas j'utilise d'avis. pas parce que j'ai pas Docker. de. Faudrait que je teste, mais j'ai pas de projet sur lequel j'ai besoin de ça. Donc, Ok. peut-être sur la newsletter à un moment donné, mais bon, c'est un besoin limité, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Suivant, du coup. Là, tu dois avoir un avis, forcément. et bah, pas tant que ça non plus. Ouais. CSS pur ou Tailwind parce qu'il y a Euh, CSS qui est un peu masqué. alors, Ou autre chose que euh, Tailwind CSS, en gros. Ouais, C'est ouais. Tailwind CSS contre le reste Versus du le monde. monde. Versus no Tailwind CSS, on va dire. j'ai pas de. En fait, j'ai jamais vraiment utilisé Tailwind concrètement sur quelque chose de Ouais. concret à part sur une landing page que j'ai fait pour ma newsletter. Ok. Je connais pas le nom par cœur des classes Tailwind, mais Ouais. en soi, le concept me plaît. Dans le Ouais. sens, en fait, c'est le concept de Tailwind qui me plaît, c'est pas l'implémentation. Mais de toute façon, l'auteur de Tailwind, Adam Wattan, je crois, Ouais. lui-même sait que, en fait, il a inventé ce truc-là comme un workaround parce que CSS ne permet pas de passer des inline styles de manière optimisée, d'avoir le support des media queries, des pseudo-sélecteurs, des design tokens et tout ça directement, nativement dans la plateforme web. Le jour où tu rajoutes ça dans la plateforme web CSS, il n'y a plus d'intérêt réellement d'utiliser Tailwind et lui-même, je pense, le reconnaîtra qu'en fait, il sera très content de déprécier lui-même son propre framework, tu vois. Enfin, sauf peut-être d'un point de vue business où ce serait un peu plus chiant pour lui. Mais sinon, je pense que d'un point de vue technique, en fait, il y a plein de gens qui ont compris qu'en fait, Tailwind, c'était peut-être une solution temporaire vers quelque chose de mieux que la plateforme fournira un jour. Donc, en soi, moi, je préfère Tailwind, même si je l'utilise pas vraiment, parce que voilà, les problèmes de CSS managés à la main avec les trucs les fichiers qui sont à peine dingues où en fait tu rajoutes des styles et tu as peur de retirer quoi que ce soit, ça fait trop de dégâts. Ouais. J'aime bien Tailwind par rapport au CSS in JS aussi, dans le sens où t'as pas besoin de faire un import. Tu peux juste directement copier du JSX sans rajouter le petit import CSS. Encore que c'est pas tout à fait vrai, puisque maintenant les gens ils utilisent Tailwind Merge et CVA, je crois, pour fusionner les styles ou des choses comme ça. Donc, bah voilà, par rapport à du CSS pur avec des méthodologies genre BEM et tout ça, je préfère largement Tailwind. J'aime aussi CSS Module, hein, qui permet de résoudre plus ou moins les mêmes problèmes, mais c'est pas du CSS atomique, donc ça peut être moins scalable sur des grosses apps, mais en tout cas sur Docusaurus, on utilise ça et ça se passe très bien. C'est aussi une option qui est pas très risquée, je trouve, donc
Pour ceux qui savent pas trop quoi choisir, CSS Module, ça reste la valeur sûre un peu, qui me semble suffisamment bonne, sans pour autant être une trop grosse disruption, quoi. Après, il y a le côté, un côté qui est aussi super intéressant par rapport à ce que tu compares. Je trouve, c'est aussi le fait que en fait, tu as une espèce d'abstraction, genre tu te poses pas la question en fait de nommer de telle ou telle manière quelqu'un qui arrive sur un projet, ou quand il y a de la transmission de projet, ou quand tu passes d'une entreprise à une autre. Tailwind, c'est universel pour le coup, tu vois, il n'y a pas besoin de réapprendre quoi que ce soit, quoi, tu vois. Oui, mais du coup, CSS aussi, c'est universel. Oui, mais à chaque fois, les Euh, noms de tes classes, etc., ce genre de choses, tu vois, c'est quelque chose dont tu n'as plus vraiment besoin de te C'est plus la préoccuper, quoi. notion de guidelines, en fait, de guidelines de développement et comment bien gérer ça. Où ça a toujours été un débat dans les équipes de comment nommer les classes, de comment oui, c'est structurer son vrai. fichier CSS, etc., etc. Après, je dirais qu'avec CSS Module, au final, on s'en fout un peu de savoir qui a décidé de nommer telle classe de telle manière, puisque de toute façon, les classes le nom n'est que local. Donc, Ouais. au final, s'il y a des conventions de nommage qui sont pas tout à fait identiques, c'est pareil que en fait, un mec qui utilise Tailwind dans des composants React et en fait qui va nommer les composants React d'une certaine manière. Ouais, bien sûr. Donc, de toute façon, à un moment donné, il y aura des noms qui vont diverger en termes de conventions parce que tous les développeurs ne vont pas réussir à les respecter ou autre. Donc, c'est pas juste du CSS, quoi. C'est de manière générale. Après, effectivement, Tailwind peut normaliser tout ça, mais bon, si jamais il y avait un support natif pour quelque chose d'équivalent à Tailwind, euh, et que ce soit dans CSS, du coup, bah là, ce sera vraiment, ce sera vraiment de la connaissance qui est portable. Et je pense que c'est en train d'arriver petit à petit, hein. Il y a des features dans CSS qui sont intéressantes, comme Add Scope, qui permet de scoper un peu les styles avec. Bon, faudra regarder, mais en tout cas, il y a des features en tout cas qui arrivent qui me laissent penser que c'est possible un jour qu'on ait un truc, qu'on ait moins besoin de Tailwind, ou en tout cas qu'il y ait un support natif qui permet de considérer de s'en passer, quoi. Ouais. Ok, merci. Next. Alors, on remet React face à la petite pépite de Misco Every, à savoir Quick, pour avoir un peu ton avis sur cette solution-là. Bah, j'ai pas utilisé, mais en tout cas, le concept de ne pas avoir besoin d'hydratation, c'est une idée qui me plaît, ça c'est sûr, hein. Après, est-ce que c'est suffisant pour disrupter, on va dire, React? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas suffisant pour l'instant. En tout cas, l'engouement n'est pas suffisant pour en faire un framework de premier plan aujourd'hui. Ouais, je sais pas, oui. On verra, mais je pense qu'il y a aussi il y a des trade-offs qui sont différents que je connais pas, donc je pourrais pas trop commenter, mais bon, je pense qu'il y a pas mal de trucs du genre, bah voilà, tu as récupéré le HTML, mais par contre, tu cliques sur un listener, bah, s'il faut aller fetcher des ressources ou autre pour l'exécuter, peut-être que c'est un comportement un peu différent de React, où en fait, tu as moins besoin de. Enfin, où la page est met peut-être plus de temps à être interactive, où les choses sont un peu moins lazy loadées, mais en même temps, une fois que c'est chargé, et tu as des bénéfices aussi de navigation côté client, de mode concurrent et tous ces trucs-là. Donc en vrai, je sais pas trop, mais il faudra étudier la question, quoi. C'est sûr que ça reste un framework intéressant. Ok. Bon, on invitera très certainement sur la chaîne quelqu'un qui connaît bien Quick dans pas longtemps et qui pourra nous en parler plus en détail. Donc, je te forwarderai l'invitation si tu veux venir, Sébastien. Ok. Et pour finir, Docusaurus vs MKDocs. Bah écoute, je pense que les deux sont pas mal, hein. Et MKDocs, c'est pas tout à fait pareil parce que c'est un outil Python. Donc déjà, le fait que, tu sais, on préfère toujours les outils de son propre écosystème. De la même manière, un développeur React va privilégier Docusaurus, un développeur Vue va préférer VitePress. Bah, de la même manière, un développeur Python va plutôt partir sur MKDocs de base parce que bah, il est familier avec, je sais pas, Pip, là, le package manager de Python. Il est familier avec, je sais pas, les points d'extension Python, tous ces trucs-là.
Bon, moi, je connais pas très très bien MKDocs ni cet écosystème-là. Après, c'est vrai que le thème matériel sur MKDocs, il est assez joli. Et puis le mec qui maintient ça, il fait du bon travail. Des fois, je regarde un peu les features qui sortent, comme ça peut me donner aussi des idées sur Les idées, Docuzorus. ouais. Bon, c'est vrai qu'après, je pense, j'ai l'impression qu'en fait, les sites MKDocs que je vois, ils sont tous un peu identiques quand même s'il y a un Mm. support du theming. Mm. À part le thème matériel for MKDocs qui est un peu joli, globalement, tous les sites se ressemblent un peu. J'ai l'impression que Docuzorus est un peu plus flexible sur les customisations et permet de créer des docs un peu plus interactifs dans le sens où en fait, tu peux utiliser MDX et glisser des composants en plein milieu et puis avoir quelque chose, une expérience vraiment interactive, quoi. MKDocs, je suis pas sûr qu'on puisse le faire à ce point. J'en ai aucune idée, je l'ai jamais testé, mais je sais que c'est une solution qui est quand même pas mal utilisée et je voulais mettre en opposition une solution un petit peu différente que celle dont on a parlé, qui est pas dans l'écosystème du coup, JS Ouais, bien et avoir sûr. ton avis par rapport à ça et te permettre de remettre, un petit coup pour parler de Docusaurus et pour mettre en avant cette solution